Alors voilà, là, on est prêt pour vrai, je pense. Oui, les gens sont contents. Ils m'ont écrit cette semaine. Quand est-ce que ça recommence? Quand est-ce que ça recommence la balado? Mais ça recommence là. On est au FME, presque en direct pour cette... Oui, avec plein de gens pour ce début tranquille de la saison 2 de la balado de Fred Savard! Ouais, enfin au FME. Vous savez, moi, dans mon ancienne vie, j'étais à la soirée T'es encore jeune et on nous invitait à toutes les années pour débuter la saison au FME et on pouvait jamais à cause des Gémeaux, à cause de plein de raisons que je trouvais loufoques, mais que je n'avais pas le pouvoir de renverser. Et maintenant, c'est moi le boss de mon projet et j'ai dit oui la première année pour venir au FME. Puis t'es pas invité aux Gémeaux, non, je suis pas invité aux Gémeaux, je suis pas invité à la soirée non plus, mais c'est pas grave parce que j'aime bien mieux être ici au FME. Alors oui, mon histoire avec la BTB, mon histoire d'amour se poursuit. J'avoue que je connais pas beaucoup Rouyn-Noranda, mais ça tombe bien parce qu'autour de la table, il y a des gens qui vont nous mettre les deux pieds dedans, le Rouyn-Noranda. Je me tourne vers un gars de Val-d'Or, Paul-Antoine Martel. Merci d'être là. Vous nous aviez ébloui. Vous nous aviez ébloui la saison dernière quand on était venu à Val-d'Or. Puis on s'est dit, ça serait le fun d'avoir quelqu'un avec un bagage en histoire, entre autres, pour nous parler de Rouyn-Noranda. Parce qu'il y a des gens, des auditeurs, je sais, beaucoup de Montréalais, malheureusement, qui écoutent la balado et qui ne sortent pas beaucoup. C'est très difficile de sortir de Montréal présentement, même si on veut sortir. C'est pas la construction, là. Oui, mais je suis content parce que sur la route, il y a eu beaucoup de travaux. Je suis content de voir que vous aussi. Oui. Hein, on modernise les routes et on devient sait, big. grâce à la commission On a Charbonneau... des camions aussi, oui. Ouais, grâce à la commission Charbonneau, qu'on sait que tout ça est fait dans les règles, il n'y a pas de dépassement de coûts et ce sont des personnes honnêtes qui empochent les millions. Je salue, on l'entend déjà, Bruce Gervais de l'Association des locataires de l'Abitibi-Témiscamingue. On va parler de la crise du logement qui frappe la région. On va saluer plus tard Félix Bédéfossé. Il n'est pas encore là. Il est en train de manger sur la terrasse. Il y a une grosse journée. Il travaille à Radio-Canada. Mais on a Marie-Hélène Massiémon qui est avec nous. De retour. Oui, bonjour. Marie-Hélène, vous étiez à l'épisode de Val-d'Or aussi. Oui, à mon plus grand plaisir. Oui, artiste, citoyenne, militante. Et vous allez faire un duo de choc avec Godefroy Lorando? Oui, on va essayer. On va parler d'arsenic, entre autres? On va parler de toutes sortes d'affaires. Ça, on a très peur, nous, quand on part de Montréal. L'arsenic, là, ici, là, j'ai amené mon masque. Là, je l'ai pas mis parce qu'il est dans la voiture, mais... de toute façon, on va avoir des détails. On a plein de modes, on a plein de petites méthodes à vous donner pour vous en prémunir, il n'y a pas de problème. Oui, j'imagine. Inès Talby, Allô? vous êtes de retour cette année? Je suis de retour cette année. On vous a entendu sporadiquement et je voulais que vous soyez là toutes les semaines avec nous. Alors, vous serez là toutes les semaines ou presque? Oui, à moins quand que je peux. les planches du théâtre vous appellent? Oui, si le showbiz Oui. théâtral me prend pas trop, je vais être avec vous. Sauf que là, les programmations du théâtre sont sorties beaucoup. J'ai reçu plusieurs pamphlets à la maison. Puis on Je suis pas très occupée, non, mais je vais être là à tous les jeudis. Non, je fais Néon Boréal, entre autres, avec... Avec Gilles Morissette. Ah, ben oui, bonsoir. Bonsoir, Gilles Morissette de Transistor Média. Oui. Cette multinationale... De la balado? De la balado. Ah, OK, oui. Oui, alors on va parler avec vous plus tard de la campagne de financement parce que, oui, là, on lance tranquillement la saison 2, mais officiellement, elle va commencer le 27 septembre. Ouais. Là, on voulait venir ici pour casser la glace, partir ça, mais il va y avoir une campagne de financement participatif. Alors, les gens à la maison et les gens ici, vous mettez de l'argent de côté, s'il vous plaît, parce que là, cette année, on va faire en sorte que cette balado-là rémunère les gens à leur juste valeur. Parce que là, tu sais, on a testé la marchandise. Oui. Ça va très bien. Je les pense gens que oui. écoutent. Donc, on peut se dire que c'est la première saison professionnelle qu'on lance. On espère. J'espère que les gens sont au rendez-vous, vont nous aider à faire ça, mais j'ai assez confiance. On a quand même eu une première saison à 12 000 abonnés à peu près. Ouais. 235 000 téléchargements. Ben oui. C'est quand même fou. En route moi, je vers m'attendais- 250 000 Ouais. téléchargements sous peu. Je m'attendais pas à ça. Et on va parler de la crise des médias également, Julien Morissette. Ben oui, d'un point de vue des balados de l'industrie, bien humblement, je vais essayer de donner quelques conseils. Peut-être, Mais vous êtes- peut-être pas, mais d'offrir des pistes de solutions parce qu'on le Vous êtes sait. vous êtes un mogul de la balado. ça. Mogul, c'est la première fois qu'on me qualifie de mogul. J'aime ça, je vais le prendre. Mais non, d'offrir des pistes de solutions pour savoir comment imaginer les médias à partir de 2019-2020 au Québec, les médias d'information. Rien Parce de que moins. c'est vraiment important. Puis, Ben oui. tu sais, on est à Rouen en ce moment, région qui n'a pas de quotidien, qui a Oui. des hebdos. Oui. Moi, je suis de l'Outaouais. Le droit, c'est super important. Donc, on va pouvoir mettre tout ça en perspective avec peut-être quelques idées sur l'avenir des médias. Ben, c'est vraiment bravo. Puis je suis content que vous soyez là. Vous êtes tellement occupé que j'aurais aimé ça qu'on vous entende plus à la première saison, mais là, je pense qu'on va vous entendre plus à la deuxième saison. C'est ma résolution 2019. Ouais, moi, pour ma part, j'ai passé un été extraordinaire, très occupé. J'ai eu 2 jours de congé, sans farce, depuis la dernière balado au mois de juin. 2 jours de congé. J'ai fait de la radio privée cet été. J'ai passé du côté sombre de la force. Une expérience fort enrichissante avec Daniel Lebigra, le chanteur qui est devenu animateur de radio à Montréal, au 98.5. Qui est surtout devenu, il annonce
annonce. Oui, dans alors, des chars. Ils vendent des voitures. oui, voilà. Mais, Il y a une voix tellement Mais comme on dit, voiturale. il faut mettre du pain sur nos toasts. Et j'ai rencontré quand même une personne extraordinaire au 98.5, Larry Dufresne, qui sera notre nouveau réalisateur cette année, qui a accepté de relever le défi. On va amener ce projet beaucoup plus loin. Et bon, j'ai parlé d'actualité tous les jours cet été, alors je vais prendre une pause aujourd'hui, je l'avoue, parce que, bon, ça m'obligerait à parler de Maxime Bernier, encore une fois, et on dirait que ça ne me tente pas. Et ou parler du retour probable du débat sur l'avortement lors de la prochaine campagne électorale, gracieuseté des conservateurs et de Sylvie Fréchette. Les gens étaient surpris de son saut en politique à Sylvie. Oui, c'est effectivement Mais il faut que surprenant. je fasse une parenthèse. Oui, On vas-y. dirait que les gens pensent que Sylvie Fréchette, elle faisait du plongeon. Non, ben, de la nage synchronisée. Il y a Mais il faut bien beaucoup, qu'elle beaucoup de- plonge dans l'eau Ouais, pour mais aller des- faire sa Je natation. voulais juste là. qu'on soit un Mais petit cela peu plus dit- assidus sur les Oui. métaphores. Mais les gens sont surpris, mais en même temps, moi, ça m'étonne pas. Les athlètes Ben oui, olympiques, moi, habitués d'être extrêmement encadrés, habitués à ne pas trop réfléchir sur les choses politiques, alors elle va être très à l'aise chez les conservateurs. Et je pense que quand elle va parler, on devra faire comme elle avant de sauter dans une piscine olympique, c'est-à-dire se mettre un pince-nez, comme les filles qui font et les garçons qui font, parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui peuvent faire de la nage synchronisée. C'est pas genré, là. C'est fini, ce temps-là. Et de toute façon, on sait très bien que le monde épaissit de plus en plus. Alors pourquoi en parler aujourd'hui? D'ailleurs, l'Institut national de la santé publique du Québec nous l'a prouvé cet été avec une étude qui démontre que 2,3 millions de Québécois souffrent d'obésité. Ça, c'est 2 fois plus qu'en 1990. Depuis 40 ans, le tour de taille des hommes a augmenté de 6 cm chez les hommes et de 10 cm chez les femmes. Alors, pour une fois que les femmes l'emportent, Inès, sur les hommes, elles ont grossi plus que les hommes, les femmes. Wow! Je pense qu'on peut remercier le féminisme québécois. Grâce à l'Institut national de la santé publique, on a donc une Les preuve... hommes sont malheureux et mangent leurs émotions. Oui, C'est pour ça. exactement. On a donc une preuve que les Québécois n'ont jamais été aussi épais, je pense. Ah, ouais. wow. Cela dit, c'est quand même inquiétant, puisque l'obésité est un passeport pour les maladies cardiaques, l'hypertension et le diabète de type 2. Et à la balado de Fred Savard, on rappelle qu'il existe 3 façons de combattre l'obésité. Faire du sport, améliorer son alimentation ou se mettre une pieuvre dans le visage. Ce sont les 3 meilleures façons. Et Paul-Antoine Martel, je me tourne vers vous parce que je vais vous parler de Rouyn-Noranda immédiatement, qu'on comprenne exactement où on est. Bon. Enlevez, Fred, enlevez votre pieuvre et contez-nous ça. Oui, c'est ça. Ben Elle est gênante, c'est- ouais. En même temps, c'est ça. C'est un pas pire défi de venir parler de Rouyn-Noranda devant des gens de Rouyn-Noranda alors qu'on vient de Val-d'Or. Est-ce qu'il y a une rivalité entre Val-d'Or et Non. Rouyn-Noranda? Est-ce qu'il y a une rivalité entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or? Ben écoutez, je dirais, j'ai eu envie, dans le fond, d'intituler ma chronique « La trêve de la 117 ». Ah. Et je m'explique parce qu'il y a une expression ici qui existe qui vient du monde du hockey junior. Parce qu'il y a une équipe de hockey junior à Val-d'Or, Oui. puis il y en a une à Rouyn-Noranda. Les Foreurs à Val-d'Or? Exactement. Et les Huskies oui. de Rouyn-Noranda. Il y a Huskies. Ah oui, c'est vrai. IES. Ils sont plusieurs. Non, On parce ne qu'on le prononce pas prononce le à- S, d'accord? Non, Ah, on donc, l'écrit à l'anglaise, mais on donc le prononce c'est à la française. Le Husky de Rouyn-Noranda? Le Husky avec un S. Oui, puis il a gagné la Coupe Memorial cette année, d'ailleurs. Ah! Puis il a gagné la Coupe Memorial, tout à fait. Mais puis pour en parler, les journalistes utilisent le terme la guerre de la 117. Ouais. Et là, on monte ça en épingle. Attention, la guerre de la 117 et tout. Et je pense qu'il y a déjà eu, en effet, une sorte de guerre de clochers entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or. Pour placer ça en contexte, c'est en Abitibi-Témiscamingue. Rouyn-Noranda et Val-d'Or, c'est à peu près 51 de la population qui OK. sont dans ces 2 villes-là. Ah le reste ouais. est dans un chapelet de villages. Oui. Donc, c'est vraiment 2 très grosses villes. Oui. Puis ça occupe, ça occupe quand même 16 du territoire de l'Abitibi-Témiscamingue, juste ces 2 villes-là. 5e et 6e plus vaste municipalité au Québec. En fait, ça donne à peu près 10 000 km² à L2. Oui. Alors, c'est donc aussi vaste que Chypre, Ah, mon Dieu! le Liban ou encore la Jamaïque. Mais c'est plus vaste que la Alors- Palestine, qui est quand même un pays qui rétrécit de toute façon d'année en année. Oui, Donc, c'est de pas plus tellement en plus, difficile. oui. Et c'est 23 777 fois plus vaste que le Vatican. Et on a un solide indice de fécondité qui est spectaculairement Beaucoup plus élevé que le Vatican, oui. clairement, absolument. Et pourtant, ils essaient fort, hein? Tout à fait. Ben, j'imagine. Mais pas sur les bonnes personnes. Ben voilà, c'est ça l'affaire. Donc, pour des gens qui connaissent peu ou mal l'Abitibi-Témiscamingue, on pourrait confondre Rouyn-Noranda et Val-d'Or, un peu comme on confondrait Coudjoac et Coudjoarapic, qui sont pourtant distantes d'à peu près 650 km à vol d'oiseau. Ou à pied, hein, si on est quelqu'un avec beaucoup de temps et un tempérament d'aventurier, c'est ça. Donc, c'est des villes qui se sont considérablement agrandies avec des fusions municipales, donc qui ont un noyau urbain, mais qui a des secteurs ruraux aussi qui en font partie. C'est des villes qui ont des origines puis une structure qui est un peu semblable. Je vous explique ça. Si on prend Rouyn-Noranda, qui est plus âgé que Val-d'Or, d'à peu près 9 ans officiellement, donc c'est né d'un côté avec une ville de compagnie qui est Noranda, qui porte le nom de la compagnie qui lui
lui a donné le jour, qui lui a donné naissance. Et à côté de ça, il y avait la ville de Squatter, la ville de Tout-Croche, la ville du Vice, la ville construite un peu à la va-vite, qui était Rouen. Ah ouais. Donc, il y avait ces deux villes-là qui se côtoyaient, plus ou moins bien, avec des frictions, mais les gens travaillaient en Noranda, mais avaient du fun à Rouen. Tu sais. Fait que d'un côté, il y avait ça, puis ensuite de ça, Val-d'Or est né, mais en fait, Bourg-Lamaque est né. Et Bourg-Lamaque, c'est autour de la mine Lamaque, qui s'appelle ainsi en l'honneur du canton. Donc, on a peut-être fait les choses un peu différemment à ce chapitre-là. Donc, une grosse mine qui ouvre ses portes. En 1934, quand le prix de l'or explose, le président américain fait passer le prix de l'or de 20 $ l'once à 35 $ l'once par décret. Ça devient donc beaucoup plus payant d'aller ouvrir une mine au milieu de nulle part, là où il n'y a pas de route qui se rende. Donc, la ville se développe. La mine investit 4 millions pour développer Bourg-Lamaque dans des cabanes en bois rond qui ont l'air un peu rustiques. Ça a l'air comme d'une gigantesque pourvoirie, mais en fait, toutes ces maisons-là avaient l'eau potable et avaient également un système de traitement des eaux. Et en fait, on envoyait ça dans la nature, mais on les recueillait. À l'époque, quand on même, trouvait que c'était une bonne idée. C'était pas un trou. Oui, c'est ça. Et ensuite de ça, il y avait de l'électricité. Donc, c'était quand même assez moderne. Et à côté, il y avait Val-d'Or, la Tout-Croche. Val-d'Or, l'échevelé. Val-d'Or avec des squatteurs. Val-d'Or avec des lieux de perdition, avec des maisons de jeu, avec des petites gargotes où on pouvait boire. Et une police pour tout ce monde-là. Et c'est des villes qui ont connu des explosions démographiques remarquables. Tu sais, genre, en 5 ans, il y a 6 000 personnes qui vont s'établir là. Avec tout ce que ça implique de santé publique, de sécurité, Moi, etc. Paul-Antoine Martel, parce que Shawinigan aussi a été une ville qui a été construite à l'époque en pensant qu'elle allait avoir un boom démographique incroyable. Et quand on va encore à Shawinigan aujourd'hui, les boulevards, les rues sont très larges. Absolument. Parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait 500 000 personnes en l'an 2000. Quand la ville a été construite, est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a une espèce de plan d'urbanisme qui Peut-être prévoyait... un peu moins. Les rues sont très larges ici, ce qui nous permet de retarder le moment où on ramasse la neige. Tu sais, donc, de la repousser et de se créer des espèces de petits corridors qu'on appelle des rues ici. Ou encore de pelleter la neige dans le milieu et de créer des boulevards un peu partout sur l'ensemble des rues. Donc, non, il n'y a pas nécessairement de rêve de grandeur comme ça. Ici, on vit, on est loin, premièrement, des marchés, on est loin des réseaux de distribution, puis surtout, on est rattaché aux mines. Donc, pendant longtemps, la question qui se posait, c'est est-ce que la ville va fermer? Je dirais jusque dans les années 50, début 60, on se posait la question. Chaque fois qu'il y avait un choc économique, on se demandait, là, ça va-tu fermer? Chaque fois qu'il y avait une grosse mine qui fermait, les gens avaient peur. D'ailleurs, dans cette situation-là, si on compare Val-d'Or et Rouyn-Noranda, la ville de compagnie, celle de Noranda, est tellement plus démesurée par rapport à Val-d'Or. C'est-à-dire que la dépendance ou l'impact d'une mine de cuivre comme celle qu'il y avait ici, le gisement de cuivre, était prodigieux. C'était extraordinaire, c'était gigantesque. Là. Et c'est devenu éventuellement une fonderie aussi, dont il sera question un peu plus tard. Donc, il y a une dynamique qui est totalement différente par rapport à cette grande entreprise-là qui a donné naissance à la ville, alors qu'à Val-d'Or, la mine Lamaque n'était pas seule. Il y avait plusieurs, il y a tout un chapelet de mines qui était ouverte et qui avait l'occasion elle-même de scraper une partie d'environnement de leur côté. Ce qui fait que Rouyn-Noranda est devenu la capitale du cuivre. Val-d'Or, de son côté, c'est la capitale du pick-up, un peu. C'est pas la capitale de grand-chose. Et ça, c'est... Bon, il y avait Radio Nord avant, puis on pourra peut-être en reparler. Encore une fois, tout est dans tout. Et ça, c'est un Val-d'Orien qui l'a dit. C'est Raoul Duguay qui prône cette expression-là. C'est un Val-d'Orien. Le tout est dans tout, ça vient de Raoul, ça? Ben oui, clairement. Avec Il tout. n'y a pas tard. Tout est vraiment dans tout. Ben oui, clairement. C'est Plus je tellement vieillis, décevant. plus je me rends compte que tout ça est vrai. Tout est dans tout. C'est sûr. Oui. C'est sûr. Poursuivons. Excuse-moi, j'y pensais. Mais on aura un épisode pour parler de tout. Oui, clairement. Mon Dieu, je me suis plus où je m'en allais avec ça. Je suis tout nerveux. Raoul Duguay, son esprit sort de moi. Sors de moi, Raoul. Je pense qu'on fait c'est bon, c'est parti. Dans les origines de la ville, il y a aussi un autre aspect qui est super intéressant. C'est les deux villes ont un aspect cosmopolite qui est fort important. Ça, c'est vrai, ça. Qui a été présent dès les débuts et qui se poursuit jusqu'à un certain point encore aujourd'hui. Si on prend l'immigration aujourd'hui en Abitibi-Témiscamingue, c'est à peu près à 80 % à Rouyn-Noranda et à Val-d'Or que les gens viennent s'installer. Mais il y a tout un historique aussi qui est encore présent aujourd'hui à travers des traditions culinaires, qui peut être présent à travers des noms de rues, des patronymes, à travers, différents aspects historiques. L'architecture jusqu'à un certain point. Il y a des églises orthodoxes russes à Val-d'Or et à Rouyn-Noranda qui ont à peu près la même shape et très bien conservée ici à Rouyn-Noranda. Il y a un centre d'interprétation justement de la présence immigrante ici à travers ça. Est-ce qu'il y a des musulmans? Il y a des musulmans, en effet. Il y a des lieux de prière, une association culturelle C'est pour ça musulmane. que j'ai accepté de venir. Oui, Inès. À Val-d'or. Absolument. Moi, je suis en lien avec Je ces gens-là. J'ai été cherchais un invité à la endroit. fête du Mouton, mais pour donner un exemple, Le c'était Haïd. il y a 2 semaines. Et ça a été célébré dans le site culturel Anishinaabe.
Ah oui. Donc, au site Kinawit. Donc, les musulmans sont allés fêter chez les Anishinaabe. Wow. Donc, c'est comme ça que ça se vit un peu l'intégration Super. ici. Ensuite de ça, Mathieu Bock-Côté dirait que c'est du prosélytisme, mais parlons de métissage. j'adore Mathieu Bock. Ben oui, on l'aime tous. Je l'aime. Extrêmement divertissant. Énorme. Beaucoup de Oui. mots. Oui. Oui, tout à fait. Une prononciation, une élocution Tout à fait. Moi, il irréprochable. m'a bloqué sur Facebook. C'est une fierté quand même que je porte. C'est pas tant de fierté parce qu'il y a probablement bloqué 15 à 20 000 personnes. Laisse-moi sans vouloir vous avec décevoir. mes joie. Hey, On poursuit. on pourrait parler d'eau pour comparer les deux villes. Notre rapport à l'eau est différent. Je donne un exemple. Rouyn-Noranda est construit au bord du lac Ossisco. La plage Kiwanis est sur le lac Noranda, donc c'est tout près du centre-ville aussi. Il y a le parc botanique à Fleur d'eau qui est sur les bords du lac Édouard. C'est magnifique. Donc, l'utilisation de l'eau est très bien faite ici. À Val-d'Or, il y a un cours d'eau qui sillonne le centre-ville. On l'a mis dans une calvette qu'on appelle, donc un gigantesque tuyau. On l'appelait le cric à marde, en raison, j'imagine, de ses ingrédients C'est mignon. et de son odeur. On voit que c'est pas le même rapport du tout. C'est pas le même au plat. rapport à l'eau, du tout, du tout. Les lacs sont un peu plus loin. Oui. L'accès est un peu plus difficile. Par contre, en ce qui touche le réseau d'eau potable, là aussi, il y a une différence qui est assez intéressante. L'eau à Val-d'Or est totalement pure, donc on la puise directement Ah ouais. sous la moraine. C'est des réserves souterraines. L'eau est extraordinaire. C'est comme l'eau SK, dans le fond, Oui. mais pas dans une bouteille en plastique, dans un robinet en fonte. Oui. C'est ça. Réutilisable. Et sans la ménotier à côté. Sans la ménotier, il n'y a aucune menace de ménotier pour l'instant. Alors qu'à Rouyn-Noranda, l'eau est traitée ici. Et c'est un peu reconnu ici en région, l'eau de Rouen sans le chlore. Et Ah les oui. enfants le disent quand on vient jouer au soccer. Puis Ah. non, c'est vrai. mais Félix, attends, on entend. Avancez-vous, Félix Bédéfossé. Vous semblez. Bonsoir. Vous savez pas content de ce que Paul-Antoine avance? c'est vrai. Non, mais il y a en partie raison. L'eau est puisée dans le lac du Faux, Oui. qui est un lac où on peut allègrement faire du sidou, Oui. y aller avec les embarcations, Se baigner tout moteurs, nu. etc. Je trouve que un des problèmes de cette rivalité-là, c'est qu'il y avait une grande mécompréhension entre Rouyn-Noranda et Val-d'Or, Ben, c'est qui vient souvent le peut-être cas. d'une Ah oui, Val-d'Or absence. ne comprenait tellement pas. Et boy, j'aurais tendance à dire l'inverse aussi. Parce que Val-d'Or est un mystère pour les gens de Rouyn-Noranda. Ah oui, Moi, hein? quand je suis revenu en région il y a 15 ans, on était nombreux de Val-d'Or à venir à Rouyn-Noranda, puis à venir enchanter, puis on enviait ce qui se passait ici. Et Mais on le savait. ce que je trouvais le plus fascinant, c'était d'entendre « Il me semble que vous êtes smart, vous devriez rester à Rouen. » Et ça, je sais pas exactement comment qualifier ça. Est-ce que ça frôle peut-être un... Je sais pas comment le qualifier. Ouais. Tu sais, si on prend la réputation globale des deux municipalités, Rouen, c'était la ville d'intellectuels, la ville de fonctionnaires, la ville d'universitaires, la ville de culture aussi. Puis c'est tout à fait vrai. Il y a, dans ces préjugés-là ou dans ces préconceptions-là, il y a des trucs qui sont tout à fait vrais. Mais si on regardait Val-d'Or, c'était la ville où ça rockait. Ouais. C'était la ville où on sortait. Richard Desjardins Ah, l'a Vegas. écrit dans la préface d'un ouvrage de Marcel Saucier. Il écrivait, quand on voulait avoir du fun, on allait à Val-d'or, là. C'était là que ça Mais se là, est-ce que c'est passait. encore le cas aujourd'hui? Oui. Ça a changé. Ben, moi, Ah! Val-d'Or, ça demeure très plus wild que Rouen. Ah boy, oh mon Dieu, c'est Moi, plate à Rouen, parce qu'à des fois Val-d'or, que je des vais fois, c'est faire un mon peu tour à triste. Val-d'or, je reviens avec des histoires pour... Mais t'as-tu pensé que c'était grâce à toi? Tu crées le fun. Félix, on s'ennuie. Non, mais... Non, j'ai pas pensé à ça, mais ça se peut très bien. Mais en fait, à Rouyn-Noranda, il y a une différence en ce qui a trait au festival, par exemple. Oui. Ici, le FME, écoute, c'est immense. Il C'est n'y a immense, rien gigantesque. qui ressemble à ça. À Val-d'or, le Frima, Oui. tu l'as vécu, le Je l'ai Frima, vécu Fred? plusieurs années, le Frima, tout à fait. C'est autre chose. Ouais. C'est autre chose. C'est à plus petite échelle. Plus Il y a- familial, C'est on plus peut le dire. familial. Comme un club école. C'est beaucoup... non, c'est une autre philosophie. OK. C'est axé sur la Ouais, relève. non, c'est ça. Il n'y a pas de hiérarchie, je pense, entre Non, les deux. C'est juste que c'est une autre chose. Ouais. Tu sais, comme par exemple, il y a le Festival du cinéma international en Abitibi-Témiscamingue, donc qui reçoit des primeurs nord-américaines, des primeurs canadiennes, qui visent à faire venir des vedettes ici. Des primeurs On a fait canadiennes. pendant 7... Oui. C'est incroyable. Ça s'appelle comme ça. Ben, je sais. Ben voilà. Puis nous, C'est international. à Val-d'Or, on a fait le Festival de cinéma des gens d'ici. Donc, Ah! on prenait 5 réalisateurs de la relève, on leur faisait faire un court-métrage, on finançait ça avec des bouts de ficelle. Ouais. J'organisais une soirée historique où je sortais des bouts d'archives de Radio-Québec, puis on présentait ça aux gens. On allait faire des projections dans des maisons de vieux, mais avec des discussions après. Fait que, tu sais, c'était vraiment très, très low profile, mais c'était de ça qu'on avait besoin, nous. Fait que, tu sais, quand on essaie de comparer, de dire, c'est bien plus haut à Rouen, mais ça dépend c'est quoi tes attentes. Non, tu sais. c'est ça. Donc, c'est vraiment deux mondes qui sont un peu différents. Là où il y a du ressentiment qui vient de la part des gens de Val-d'Or, Dans le sang. c'est dans du ressentiment dans le sang, Ben oui, comme, ben oui. comme le chantait si bien Badaboum Desjardins. J'ai du ressentiment dans le sang, c'est comme la rage dans une cage.
En fait, j'aimerais raconter une anecdote, le fun, juste pour le fun, là, comme ça. Rouyn-Noranda est la capitale régionale, hein, parce que c'est situé à peu près à 1 heure et demie de toutes les grandes villes de la région. Oui. C'est central, c'est depuis la fin des années 60 à peu près. Le cégep principal est ici, le campus principal de l'UQAT est ici. Quand Amos a perdu le combat. il Amos faut a le perdu rappeler. ce titre-là. Amos a perdu son Amos titre. était la capitale, tout à fait. Amos qui est la- Ses envies de grandeur. Amos oui. a été construit avec des boulevards Oui, assez immense. larges pour faire venir, ma foi, Le des pape. parades et le pape jusqu'à l'évêché. C'est tout à Mais fait est-ce vrai. que c'est Oui. est-ce que c'est pas un peu la bourgeoise de la région, Amos? Amos, c'est la snob de la C'est la région snob, Janvier, hein? vous le savez. Ah ouais. Oui, donc Amos, c'est la snobinarde. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais Amos, là aussi, les choses changent. Fait que ces préjugés-là sont en train de se fissurer un petit peu. Donc, Rouyn-Noranda, donc capitale régionale. Capitale du cuivre. À un moment donné, Rouyn-Noranda avait appliqué avec un dossier béton pour devenir capitale culturelle du Canada, mais il avait pas obtenu la subvention, donc il avait décidé quand même de se proclamer capitale culturelle. Puis, il y avait une publicité qui disait capitale de la voiture usagée. Ah? Fait que là, le maire de Val-d'Or de l'époque, Fernand Trahan, qui est comme un mini-Trump, mais en plus soft. Tu sais, c'est un hôtelier, pas de classe. Sérieusement, un personnage. Un toupette étrange. Oui. Est-ce Donc, qu'il était jaune orange? ben, écoute, il y a un du manoir, visage? il y a comme une espèce de manoir au Vermont. Ah non, ça, c'est un personnage. Il fait de l'hélicoptère. Ah, Incroyable. OK. Puis, il y avait un Hummer. Oui. Il y avait un Hummer. C'est extraordinaire. Mais c'est ça. Donc, Fernand Trahan, qui, à un moment donné, il pète une coche contre Rouyn-Noranda. Puis il dit, Rouyn-Noranda, là, c'est quoi, là? C'est la capitale du cuivre, la capitale du char usagé. La prochaine étape, c'est quoi? La capitale de la pantoufle en Fantex? Je l'avais trouvé quand même rigolo de dire ça. Puis je trouvais que ça avait comme pas d'allure de traiter Rouyn-Noranda de ça. Fait que voilà. Mais c'est le genre de truc qu'on entend ici. Et finalement, il y a la rivalité qui existe en ce qui a trait au hockey junior. Bon, là, ça c'est Et ça, très c'est toujours touché. un bon terrain, par exemple, le hockey. Pour sublimer peut-être la rage. Tout à fait. On l'a vu avec Montréal-Québec. Absolument. Pendant longtemps. Absolument. Ouais. Non, mais il y avait de la rage dans une cage, bon, pour reprendre les mots d'un poète valdorien. Donc, pendant un bout, les Foreurs ont été vraiment meilleurs. Ouais. Ils ont gagné 3 Coupes du Président. Ils se sont fait voler une Coupe Memorial. Puis là, à un moment donné, les Huskies en ont gagné une. Puis vous montrer à quel point on est sensible. On est des petites bêtes, des animaux blessés là, à Val-d'Or. Ouais. Les Huskies gagnent la Coupe du Président il y a 2 ans, en 2016. Oui. Gagnent en 2016. Mais là, on écoutait les médias et on se disait, mon Dieu, on dirait qu'ils ont inventé le hockey. C'est tellement extraordinaire. Tout est formidable. Puis On était... a inventé le hockey. Littéralement. Il y a pas mal plus de joueurs de Rouyn-Noranda Régent Hall, qui clairement. ont été dans la Ben oui. Ligue nationale de hockey que Ben non, de joueurs ça, je te le Saint-Jean, donne mon à cher ami. 120 Régent Hall, oui. Ça, je te oui. le donne, là. Je te le donne, Oui. Félix. T'as pas besoin de me convaincre. Ben, je le prends. Mais écoute, tu sais, on va avoir un bon club cette année. Beaucoup de jeunes. La reconstruction qui dure depuis maintenant 2015 est en train de porter ses fruits. Donc, tous ces jeunes qui apprennent à lire au cégep puis qui jouent Ou au qui hockey c'est ça. comme s'il n'y avait pas de lendemain. Ou qui apprennent pas à lire au cégep. En n'allant pas au cégep. Est-ce Ils que- apprennent est-ce à qu'il y a lire. des joueurs, des gens qui viennent de Rouen, qui jouent dans l'équipe à Val-d'Or? Oui. Ben, en fait, il y a des Valdoriens qui vont jouer pour les Huskies. Il y avait les petits Lauzon, par exemple. Oui, il y a eu Philippe Cornet. deux frères Lauzon qui Ah, pour viennent vrai, là, de moi, Val-d'Or qui ont joué avec les Huskies. entendre parler des trios de ces deux équipes-là, j'en entendrais parler encore pour C'est comme un plein, rêve, plein, hein? plein de secondes. Là. Ben voilà, Alors, voilà. On va conclure Mais votre chronique. Je conclue Paul ça Antoine. en disant, il fut un temps où il y avait une rivalité, où il y avait des insultes qui faisaient, puis vraiment une mécompréhension. Moi, ce que je souhaite, c'est que, bon, j'en avais parlé un peu la dernière fois que vous êtes venu à Val-d'Or, Fred. Il y a eu une atteinte au sentiment régional avec les coupures qui ont été faites par le gouvernement libéral en 2014-2015. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on apprenne à davantage se visiter. Là, il y a une voie de contournement. Ça ne veut pas dire que les gens de Val-d'Or vont toujours prendre la voie de contournement. Et j'invite les gens de Rouyn-Noranda, maintenant que vous allez maîtriser le carrefour giratoire, sérieusement, parce que là, nous, on est en train de construire notre 5e Oui. carrefour giratoire. Déjà? Il y en a un 6e dans les cartons. Wow. On perd pas de temps, on fait les demandes. Ouais. Mais On se croira en Europe. J'aimerais qu'on apprenne à davantage se visiter. Je pense que vous avez beaucoup de choses à nous apprendre. Il y a des choses formidables qui se passent ici à Rouyn-Noranda. Puis je suis tout à fait sincère quand je dis ça. Moi, j'admire cette ville, j'admire ses gens, j'admire son atmosphère, sa gastronomie, son nightlife, ses festivals, Oui. son dynamisme. Mais je pense qu'à Val-d'Or, il se passe des choses pas pires aussi, qui sont différentes de ce Oui. que vous faites, puis que vous gagneriez à venir encourager aussi. Oui. Alors, Jean de Rouyn-Noranda, on vous aime, on vous haït plus, c'est fini. Ah, On ben vous merci. aime. Merci beaucoup, Paul-Antoine Martel. Ça a l'air de bien aller, tout ça. Ça a l'air d'être belle fun, mais Bruce Gervais, Allô? ce n'est pas le cas. Ce n'est pas. Parlez-nous de vous un peu, S'il y là. a bien quelque chose qu'on partage avec Val-d'Or à Rouyn-Noranda, Oui.
c'est le pas de logement. C'est la crise du logement. C'est le pas de logement. On va vous parler de nous autres un peu. Non, mais parlez-nous de vous. De moi, là. Mais Oui. moi, je suis un Rouennois. Je suis un Rouennois. Mais en fait, je suis un Rouen-Norandien. Oui. Puis né en Saskatchewan. Mais là, vous militez. Vous militez. Journaliste Oui. là, pendant quoi? 20 ans, 25 ans, Oui. dont pour Radio-Canada pendant quoi? 6 ans, 7 Oui. ans, ici, en Abitibi-Témiscamingue. Mais en 2006... Le prix de l'or a comme grimpé, comme dans la face d'un singe qu'on dit ici. C'était vraiment malade. Et puis tout d'un coup, l'Abitibi qui était à vendre, moi, je suis revenu en Abitibi en 2001, là, tout était à vendre sur le bord du chemin. Là. Il y avait des trailers à 10$. Il y avait, non, mais c'est tout pour quelque chose à manger, je sais pas. Ça sentait pas la prospérité. Économie Non. cyclique, hein, tu sais. Mais là, c'était le contraire. Pour donner un exemple, je pense que moderne. le prix de l'or était comme à 400 l'once, puis ça a monté jusqu'à 1800 l'once. Ça a monté jusqu'à 2000, 2100 en 2012, C'est capoté, 13. là, tu sais. Et puis, mais c'est ça, hein, le filon, là, il est là, c'est le cas de le dire. Le filon est là. Là, maintenant, les gens, ils nous disent, c'est le boom minier a créé la crise du logement. Bon, semble-t-il. Mais c'est là. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai, ça? Mais ça sonne-tu vrai à votre goût, ça? Non. Ben justement. Et puis, les politiciens, moi, je me cacherai pas de dire que les politiciens ont dit c'est à cause du boom minier, la crise. Fait qu'arrête de chialer. Tu sais, il y a un bien pour un mal. Parce que le prix des logements, lui, il a fait quoi dans un climat de rareté? Il a augmenté. Mais pas à peu près. Ouais. Depuis 2006, il n'y a pas une année où le logement n'a pas augmenté de plus de 4 en 3 et 4 pour être bien franc. Dans les 5 villes. Ouais. Dans les 5 villes de l'Abitibi-Témiscamingue. Et puis, ça fait que les gens n'ont jamais pu suivre. Les gens ne suivent pas. Ouais. Donc, Les salaires suivent pas, en fait. ben, les salaires ne suivent pas. Non, mais la pauvreté étant ce qu'elle est, il y a toujours un 10-12 dans une société de gens qui sont en bas en bas de l'économie. Oui, oui. Hein? Bon, mais ces gens-là, l'économie les a fuis. C'est pas eux qui ont descendu. Tu peux pas baisser le chèque de bien-être social. Il ne peut pas être baissé. Ça se fait pas. Ben, ils essayent à chaque année, souvent, Ben, nos gouvernements, mais... Ça bloque à ça. Bloque Oui. à, ça Mais bloque bon, à on est 16 ans. en situation de pénurie depuis 12 ans. 12 ans. Là, 12 c'est ans. ça. Et c'est Mais comment on fait? Mettons, on est au gouvernement. J'ose croire, il me reste encore un peu d'espoir de penser que ces gens-là se foutent pas complètement de la population. Mais comment on fait pour arrimer les besoins de l'industrie, si on peut dire, ou les besoins en logement avec la construction de logements? J'imagine que là, vous allez me dire que ça prendrait des logements sociaux, entre autres. Comment on fait pour faire des politiques qui suivent un peu une certaine fluctuation quand même mais de l'économie et des besoins? j'arrive pas ici avec les solutions, là. Mais j'arrive Ah. ici quand même en vous disant qu'il y a des choses OK. qu'on fait pas. Non, attendez. Ça, j'aurais aimé être averti. J'aime ça, mais il y a des choses qu'on fait pas. Il y a des leviers qui sont là, qui ont été prévus par les lois, qui sont là, qui sont rouillés, qui sont pris dans leur pain de rouille, qui n'ont jamais bougé. Quand on a un marché, Fred, un marché, c'est, vous savez, c'est quoi l'offre et la demande? Oui, au printemps, la ça main coûte visible plus du cher. marché. Ben oui, c'est ça. Mais c'est la seule loi qui n'est pas écrite dans tout ça. Hein. C'est vrai. C'est celle du marché. C'est vrai. Et puis, quand vous avez 20 100 logements, c'est l'Abitibi-Témiscamingue, 20 100 logements, 20 100 ménages, et ça bouge pas, ça. Pas tellement, en tout cas. Et puis donc, vous avez 20 100 unités de logement, hein? C'est assez clair. Un marché fermé, tellement fermé que de la forêt partout autour. Il n'y a pas de valleyfield pour dire ça déborde vers là, vers là. Et ce marché-là est contrôlé. Maintenant, le nouvel or en Abitibi-Témiscamingue en ce moment, C'est le logement. Il est contrôlé par qui? Ben, on ne voyait pas de consortium, par exemple, ou de compagnie, là, de gestion immobilière. Ouais. C'est ça. Et là, on en voit. OK. D'ailleurs, on court après les bâtisses à logement. Ouais. Pourquoi? Parce qu'il y a une pièce à faire. Mais vous parliez des consortiums. Est-ce que ce sont des consortiums de grandes compagnies immobilières étrangères ou ce sont des consortiums de la région? Parce qu'à Montréal, entre autres, un des problèmes, c'est Airbnb, où ils accaparent plein de logements, mais c'est des compagnies de San Francisco, c'est des compagnies américaines qui gèrent un parc locatif immense. Ben, Est-ce que c'est le même un problème? parc locatif et ça sent l'argent, ça fait la même chose. je pensais là. qu'il y avait un problème de Il y a des gens cocaïne à d'ici. Rouyn-Noranda, excusez-moi. Il y a des gens d'ici qui sont fait leur propre Airbnb. Là. Oui. Tu sais, on a mis du monde dehors, des Oui. logements au centre-ville, ici à Oui. Rouyn-Noranda. Et puis, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des petits lofts à, tu sais, là, genre 100 ou 200 par soir, là, Oui. mais avec une étoile touristique dessus. Oui. Donc, c'est plus du logement. Puis c'est un peu illégal, en fait, de oui, faire tout à ça. fait. Il y a Mais ça, c'est un grave problème. Il y a des règles qui existent, et puis elles ne sont pas suivies, et dans le silence, et dans une ville comme Rouyn-Noranda, et comme Val-d'Or, où il y a de l'itinérance, Oui. c'est facile de changer de rue pour pas l'avoir à Montréal, mais à Val-d'Or, des fois, tu es obligé de passer en avant. Donc, il y a un silence, il y a comme une sorte de omerta, hein, on n'en parle pas, parce que c'est fatigant d'en parler. Mais on a un sale problème. C'est complètement fou parce qu'en plus, avec la pénurie qu'on vit, les propriétaires louent à qui ils veulent. Oui. Tu sais?
Puis, Surenchère. là, si t'es pauvre, puis si tu fais partie de différentes catégories, comme une famille monoparentale avec plusieurs enfants, tu sais, trouver un 5,5, c'est comme un miracle. Ah, c'est un miracle qu'il y en a Ensuite pas. de ça, si t'es autochtone à Val-d'Or, t'as trouvé un logement, c'est un assis de défi. Ben, C'est vraiment capoté. Fait qu'ils se retrouvent dans des logements qui sont insalubres. Ouais. Les propriétaires ont même pas besoin de les rénover parce qu'ils vont les louer de toute façon. Fait que si t'es pas content, va-t'en, m'a loué un autre. Ouais. Fait que là, ils se retrouvent entassés là-dedans. Problème de santé, problème avec le DPJ. Ouais. Fait que c'est un Mais cercle ça se passe, vicieux. mais ça se passe chez les Autochtones, parce qu'on le savait déjà qu'il y avait de la discrimination. Mais ça se passe. Là, est chez- ouverte de la discrimination est aux pauvres, à ceux qui n'ont pas l'argent. Et on a des nouveaux pauvres. Mais Bruce, vous baignez dans cette problématique-là. Je sais que vous n'avez pas de solution toute faite, mais les pistes de solutions, on va terminer avec ça. Ça serait quoi exactement? Ben, là, premièrement, là, elles existent toutes. Ben, vraiment, un contrôle des loyers, là, c'est assez c'est Ouais. pas Mais si ça, un compliqué à registre, faire que c'est ça. clair. Un registre des loyers, ça serait. Il faut ça. Ouais. Il faut revoir la régie la régie du logement, qui est là au milieu des choses et qui est tellement inaccessible. Bon, ça coûte 75$ ouvrir un dossier à la régie. Si vous avez un salaire de 17, 18, 19, 20 000, ça vous tente pas de mettre 75$ là. Mais le logement Vous trouvez ça social, ça compliqué. n'est une solution aussi. Mais le logement social, c'est clair. Ouais, mais est le la logement région- social, on sort de la logique marchande et présentement, parce qu'on le sait, puis je veux dire, la façon que les municipalités aussi se financent, c'est avec les taxes. Donc, plus les terrains valent cher, plus les maisons valent cher. Donc, construire des logements sociaux, c'est pas attrayant dans une logique politicienne. Mais probablement pas. Probablement pas. C'est comme ça a été testé. Hein. On a fait affaire avec le bon vouloir des politiciens locaux. Là. C'est prouvé que ça marche pas. Là. Ah, mon Dieu. Ben, ça dépend. On a une taxe à Val-d'Or qui on est tue la intéressante. lune. Mais savez-vous quoi? Vous faites du logement social et c'est bien. Mais sauf que ça va tellement vite. La pauvreté va plus vite Ouais. que ce que vous pouvez faire en logement social. Il y a encore 500 familles, comme le recensement de 2011, il y a encore 500 familles à Val-d'Or, en fait, qui accordent plus de 50% de leur revenu au seul logement. Tu sais, à Rouyn-Noranda, il y en a 400. Il y en a 800. Ah, on en a plus. Non, mais c'est 400 à 80% et Ah, plus. oui, c'est ça. Tu sais, mais Val-d'Or a le championnat cette année de la ville où le logement a augmenté le plus en un an avec Amos au Québec. Il faut absolument vous imaginer, parce qu'il reste que ça. Pour moi, il reste que... Arrêtez de faire le détour. Là. Ouais. Passez devant le monde. Demandez-vous pourquoi. Tout à fait. Demandez-vous pourquoi. Pensez courageux. Ça fait 7 ans que je le fais, moi. Je vais chez les locataires, je m'assois chez eux et j'écoute leur histoire pour être capable de me faire une histoire, pour être capable qui se défendent. Parce qu'elle existe, la loi. Oui. Mais il faut les connaître. Mais ça, c'était nos voisins. C'est nos voisins. C'est souvent nos cousins. On est en Abitibi, là, comment? Oui. C'est nos cousins, là. Tu sais, la fracture, là, commence elle va faire mal à un moment donné, puis on va se demander si on est encore humain, là. Tu fais un magnifique travail, Bruce. Parce aussi. que... Chapeau. Mais c'est bâton. Mais là. merci C'est beaucoup, fou, là. Bruce Gervais, parce Oui. que Qui du cœur, c'est- quand on sort comme ça, c'est le genre de truc que si on n'a pas des gens comme vous pour venir en parler, on le verra pas, évidemment, parce qu'on arrive, on fait la balado, on s'en retourne le lendemain matin. Mais je le sais que c'est... je voulais que vous soyez là parce que c'est un propos qui va résonner partout au Québec. Puis moi, j'aime ça, on part du local quand on parle de crise qui semble locale, mais c'est des enjeux qui vont toucher toutes les régions du Québec. Alors, merci beaucoup, Bruce Gervais, plaisir. d'être venu nous parler de cette crise du logement. J'ai envie d'entendre Félix Bédéfossé, qu'on se connaît depuis longtemps. Ben, un peu, oui. On s'était croisés, on a travaillé ensemble, pas directement ensemble, mais à bande à part, à l'époque où Radio-Canada investissait On dans a travaillé là en même temps. Oui, on a travaillé en même temps. Oui. Et là, vous êtes rendu une espèce de vedette radiophonique de la région. Vous avez votre propre émission Hey, ça à fait Ici 3 Première. jours, 3-4 jours. 3 jours, bravo! Hey, oui, c'est fou. Non, mais je vis le rêve radio-canadien. Là. Tout à fait. Tu sais, Vous allez voir, c'est quelque chose. c'est fragile, ce rêve-là. Très bientôt, j'aurai mon propre podcast. C'est ça, toutes les bagues qu'on voit. Oui. Et, bon, Félix Bédéfossé, moi, je pense qu'il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui vous connaissent sur les médias sociaux, entre autres, mais même si on a entendu Radio-Canada, vous êtes une espèce de bible de la musique au Oui, j'aime Québec. ça. Vous êtes collectionneur, entre autres. Collectionneur de c'est vinyles. fou. Ouais, non, Vrai? c'est une Hardcore? maladie. Oui. C'est une... Ouais, c'est... Vous avez écrit un livre sur J'en parle l'histoire- plus à ma psychologue, en général, de cette maladie-là, par exemple. Et à votre gérant de banque. Vous avez écrit un livre sur l'histoire du heavy metal Ouais. au Québec. Oui, je suis pas un métalleux. Pas en Et il y a un tout. deuxième tome qui s'en vient. Oui, je c'est pas moi pense. qui va l'écrire. Non, c'est Yann Campbell. C'est je Yann crois. Campbell Voilà. qui est le concepteur qui va l'écrire, mais cependant, la version anglophone Oui. du livre va Oui. être lancée en février 2020. Oui. On l'a annoncé récemment. Donc, ce livre-là, moi, honnêtement, je pensais en écrivant ça qu'on était pour faire des photocopies Oui. et mettre ça sur le coin des tables de merch dans
les shows métal et dire on vend ça 5 et finalement, ça a été un espèce de Il y aurait un succès, épisode à faire éventuellement sur le heavy metal. Oui, non, au vraiment, Québec. vraiment, il y a quelque chose. Il y a Ouais, quelque chose. tout à fait. Ah, c'est quelque chose. Mais en plus, bon, c'est ça. Vous êtes une espèce d'historien, on peut dire, de la musique de la région, parce que moi, je vois passer beaucoup de trucs que vous postez sur les médias sociaux, Oui. sur des trouvailles que vous faites d'artistes des années 60, 70, 80, qui sont souvent... en fait, il y a un passé extrêmement riche musical en Abitibi. Absolument. Et là, je voulais que vous soyez là vous pour en amener parler. là-dedans. Ouais. On va même passer des années 40 jusqu'aux années 80, fin des Oui. années 80 aujourd'hui. Oui. Je vais vous amener... Parce qu'on est on est au FME, ne Oui, l'oublions pas. exactement. On parle de plusieurs sujets. On ne parle pas que de musique, mais je trouvais ça super important qu'on parle de ça parce que c'est vraiment intéressant. Et je vais même vous présenter une époque où c'était à peu près le FME à l'année à Rouyn-Noranda, littéralement. Première des choses, on retourne... Moi, je m'intéresse beaucoup au disque vinyle, vous Oui, l'avez dit, oui. donc à l'histoire de l'enregistrement. Qui est le premier Témiscabitibien à avoir enregistré un disque? Notre région est très, très jeune, et puis le temps d'être né ici, hein, première des choses, Oui. et d'avoir grandi ici, et d'avoir atteint un statut professionnel d'artiste assez important pour avoir réussi à enregistrer, c'est beaucoup de travail. Oui. Le premier que j'ai pu trouver, c'est Fernand Thibault. OK? Ouais, Fernand Thibault et ses pionniers. C'est son nom d'artiste. C'était ça son nom d'artiste. Je me demande ça va être quoi son vrai nom. Hein, parce que Son vrai nom, c'est Fernand Starr. Est-ce qu'il avait un Hummer? je pense pas. C'est pas le même Fernand. Non, mais on parle de quelle époque, là? Là, on est dans les années 40. OK. Fernand Thibault, Donc, avec on son parle groupe de- Les Vagabonds, OK. est reconnu pour jouer le reel de l'oiseau moqueur comme un fou, OK. partout dans les hôtels, et il se promène dans la région, Donc, etc. tradition folk, musique trad folk. Ouais, on est dans la reel. fin du folklore Ouais. et le début du western. OK. Ces deux styles de musique-là Oui. commencent à se lier ensemble. Et Fernand Thibault va se retrouver au tout début des années 50 à Montréal pour enregistrer un 78 tours. Et il va composer ses propres chansons et il va mettre dans ses chansons des références aux territoires qui sont d'une richesse et qui nous parlent de notre histoire. Il y a le reel de Rouyn. Il y a le reel de Timmins, qui est une ville minière aussi en Ontario. Oui. À ce moment-là, l'Ontario est vraiment d'une proximité incroyable avec nous parce qu'on a beaucoup de choses en commun. Il y a aussi quelque chose comme la polka de Val-d'Or. Donc, il y a vraiment... Non, littéralement, là... Non, mais c'était un vrai fédérateur, notre Fernand Thibault. Hein, vraiment, là, il était tourné autant vers l'Ontario que vers Val-d'Or. Il faut le faire. Et puis, avec ses premiers 78 tours, c'est pas clair lequel est sorti en premier, le reel de Rouyn. Qu'est-ce qu'on entend pour ça? 1951-52. Qu'est-ce qu'on entend? On est vraiment dans la structure des reels et des... Vous voyez pas trad. des images en sépia là, de gens qui sont en train de, Oui. de défricher? Là, Oui. puis, ouais, ben, Ou c'est de exactement ça. mourir sur le bord du chemin. Il y a un Moi, peu j'entends de des ça. airs D'humanité. roulés. Ouais, vraiment. C'est Fernand formidable de Thibault, voir. Il va ensuite se joindre à un groupe qui s'appelle les Three Bars. Oui. Il va faire la tournée de cabaret un peu partout. C'est un violonneux, mais il s'est ramassé joueur de contrebasse avec les Three Bars. Ils vont faire des reprises, entre autres, de Mr. Sandman. C'est un gros succès. Et puis, par la suite, il va se joindre au Cavalier des Plaines de Willie Lamotte. Ah oui! Et là, il va commencer à jouer ce qu'on a appelé le rock à Willie. C'est un mélange de rock and roll et de western en français avec une petite touche de musique folklorique. C'est foncièrement québécois. Et Fernand Thibault jouait avec Willie Lamotte vers 1956, 7, 8. C'est quand même prestigieux parce que Tout à Willie fait, Lamotte, oui. à ce moment-là, c'est une des grandes vedettes au Je Québec. comprends. Mascoutin? Euh, Marié avec la demi-sœur de ma grand-mère. Moi, j'allais chez Willie Lamotte quand j'étais tout jeune. pas vrai, ça. Ah oui, c'est tout à fait vrai. Ben, Aussi voyons vrai que donc. j'étais allé voir Nirvana au Fofone électrique. On poursuit. Pour vrai? Ben, Fernand Thibault, là, malheureusement, on l'a oublié. Puis semble-t-il qu'il y avait un gros problème d'alcool aussi dans les années 60. Il s'est retrouvé en C'est quand même prison. assez rare dans le milieu de la musique. Ouais, puis il serait mort en prison à la fin des années 60. Mais je cherche encore quelqu'un qui peut valider cette rumeur-là. Alors, l'appel est lancé. Oui, Ouais. si quelqu'un est capable de nous le dire. C'est Johnny Cash avant Johnny Cash, finalement. Carrément. Alors, je reprends aux années 60. Oui. À Rouyn-Noranda, début des années 60, fin des années 50, début des années 60, on a à peu près 14 hôtels où les gens peuvent aller dormir, bien sûr, le soir, mais Ben, ça il y a dort des- pas tant que ça. Tous les parce hôtels que ont des bars. il y a un bar dans chaque hôtel et chaque bar va engager des groupes de musique Des orchestres. live, des orchestres, parce qu'on est à une époque où bon, la télé commence à entrer dans les chaumières, 58, etc. Mais c'est pas tout le monde qui a sa télévision. Les gens sortent encore et les travailleurs qui travaillent dans le fond de la mine Noranda ont besoin d'entertainment, qui ont besoin... Paul-Antoine l'a très bien présenté tantôt, comment Rouyn était une ville de squatteurs, la ville de tout croche, etc. À Rouyn, il y en avait des hôtels. Et à ce moment-là, donc, il y en a 14 hôtels là, avec des groupes qui jouent 7 soirs par semaine. C'est le FME à l'année. Ouais. OK? C'est Et carrément forcément, ça les qui se hôtels sont en compétition, veulent attirer la Oui, clientèle. oui, exactement. Donc, le niveau
le niveau Des est artistes très invités, élevé. c'est ça. Par exemple, Albert Coutu, qui possédait 2 hôtels qui étaient un en face de l'autre sur la rue principale, tout près d'ici. Il y avait l'hôtel Windsor et l'hôtel Albert, un en face de l'autre. Ben, lui, il allait jusqu'aux États-Unis pour aller recruter des groupes de jazz. Alors, il y a pendant une certaine période, Pee Wee Carter, qui est originaire d'Ohio, qui est là avec son groupe de jazz. Et sa femme est enceinte aux États-Unis pendant que lui, il est ici. Alors, sa femme est enceinte probablement de jumelles parce qu'elle a vraiment une grosse bedaine. Ils disent, bon, il faut trouver des noms pour ça les marche de même. jumelles. Ils arrivent ici et là, les anglophones appellent Rouen et Noranda les Twin Cities. Hein, les villes jumelles. ouais? Il s'est dit, bon, ben là, je vais les appeler Rouen et Noranda. Ben les non. jumelles. Ben non. Pourquoi Ben pas? non. Ouais, Il y carrément. a quelque chose d'exotique dit en anglais, là. Noranda Carter? Ran and Noranda. Rouen and Noranda. Hein? Ça sonne très bien. Wow! Ça sonne extrêmement bien. Cependant, quand Ça sonne mieux que Lévi Lauzon. Oui, quand sa femme accouche, il y a une seule fille qui sort. Il n'y en a pas 2. Elle a mangé sa sœur. Je ne sais pas, mais ils l'ont appelée Rouen Noranda. Donc, elle s'appelle Rouen Noranda Carter, littéralement. C'est pas vrai. Je te Ouais, jure, ça fait je te cool, jure. ça. C'est la rue Carter, mais il y a une rue Carter. Il y a même une rue Noranda, Carter à Rouen, OK? Oh, Et oui. il y a C'est quelques écœurant. années, il y a un Rouen-Norandais qui se retrouve en Californie et il s'appelle Alain Vézina, c'est un ancien collègue de Radio-Canada. Il est en train de se promener sur un quai, puis là, il entend une femme chanter du jazz, il va voir, et là, il y a une pancarte qui est écrite « Rouen Noranda Carter Jazz Singer ». Ben Là, il voyons. va la voir, Ben puis il dit, voyons. mais là, c'est quoi l'histoire? Là? Pourquoi est-ce qu'il est écrit Rouen Noranda? Là, tu sais, elle dit, ben, mon père, bon, et l'histoire que je viens de vous conter. Il dit, ben là, Ben là, oui. il faut qu'on vous veniez jouer. Et le Festival des guitares du monde a invité Rouen Noranda Carter à voyons. venir chanter du Wow. jazz à Rouen. C'était incroyable. C'était vraiment quelque chose. Mais Tout est dans tout. On l'a dit au début de la balado. Bravo, bravo. mais c'est une anecdote qui est complètement folle, mais en même temps, ça nous dit à quel point il y avait effectivement un foisonnement musical. Ben oui. Un chanteur, des musiciens de jazz, bon, etc., qui venaient des États-Unis. Et il y avait un hôtel où vraiment ça se passait pour le rock'n'roll. C'était l'hôtel Radio. C'était situé dans le parking du Tim Hortons aujourd'hui. C'est un petit peu moins glamorous. Mais il y avait l'hôtel Radio, donc en haut, où les groupes allaient jouer, les groupes de rock'n'roll, et au sous-sol, il y avait le Dick Who Radio Grill. Paul-Antoine, encore une fois, nous a parlé de la cosmopolitanité. Merci. De nos villes. Ouais. Et puis, il y avait une communauté chinoise très, très importante. À une certaine époque, là, vers les années 40, il pouvait y avoir, selon Dick Who Junior, 11 restaurants chinois à Rouen-Noranda. Moi, la première fois que je suis venu ici, c'était avec les apartistes. Et il y avait un buffet chinois, je crois, qui était ouvert 24 heures. Et moi, je capotais bien. J'étais comme, wow, Ben, c'est on pas n'a mal. même pas ça à Montréal. Fuck Montréal. Je peux manger du chinois Puis la à bouffe- n'importe quelle La heure de bouffe la nuit. était fraîche. Alléluia. La bouffe était fraîche, là. Tout à fait. C'était pas du Mais séché. est-ce que c'était pas la construction de trains? Est-ce qu'il y avait un lien? C'est exactement cette communauté-là, mais qui est arrivée ici parce qu'ils ont entendu parler du boom minier. Ils se sont dit, il y a de l'argent à faire, on va partir des restaurants plutôt que construire des tracks de chemin de fer, ce qui est tout à fait legit. Il y avait un C'est moins blanchisseur. dur un peu. Il y avait un blanchisseur chinois. Oui. Il y avait une buanderie Mon chinoise Dieu, à Val d'Or. comme dans Lucky Luke. Comme dans Lucky Luke. Oh, oui, Pareil. exactement. Là, puis, Mais là- donc, musicalement, Oui, musicalement. Au sous-sol, on a le en doit se perdre, tout respect on pour doit se perdre, Fred. Chapeau. pour la communauté Bravo. chinoise. Tête. On a le Déco Radio Grill au sous-sol qui est ouvert 24 heures sur 24. Oui. Et en haut, on a l'hôtel radio où il y a du rock'n'roll. Quand l'hôtel ferme, tout le monde descend en bas. Et là, quand ça descend en bas, ben là, la fête continue. Et puis là, à un moment donné, ben, il y a les mineurs qui travaillent de nuit, qui sortent de leur chiffre de nuit, qui vont prendre une espèce de souper. Il y a ceux qui vont aller commencer le chiffre de jour, qui vont déjeuner. Et là, à tout le monde là-bas se commande un chicken fried rice, un riz frit au poulet. C'est le mets le plus populaire chez Déco Radio Grill. Mais on ne sait plus qui vient déjeuner, qui vient finir sa soirée. Fait qu'on se dit, bon, ben, C'est un déjeuner, un souper et un drink. Ouais, c'est ça. Fait qu'on se dit, on se posera pas de questions, on va servir un ordre de toast à tout le monde. Ah! Mais non. Alors, peu importe ce qu'on commande au Déco Radio Grill, on sert un ordre de toast avec et tranquillement, ben, ça s'installe aussi tout au long de la journée, etc. Et moi, je savais pas ça. C'est une tradition habitibienne, Félix. Exactement. Clairement, j'ai mangé des toasts avec mon chicken fried rice, mais en me demandant souvent pourquoi on fait ça. On fait pas ça ailleurs. Exactement. Et je m'étais jamais posé cette question-là jusqu'à temps que je parle avec Dick Who Junior et qu'il me raconte que voyons. c'est effectivement parce qu'on ne savait plus qui venait déjeuner. On a D'avoir commencé un à gros servir problème de des toasts. gluten à Oui. cause de ça, par exemple. Donc, Peut-être. ici, à Rouen-Noranda et en Abitibi, souvent, on prend des toasts avec notre riz frit au poulet et ça vient exactement de là. Et c'était tellement... C'est un peu comme aujourd'hui quand tout le monde va au Moras pendant le Festival de musique émergente, Ouais. aller manger sa poutine à 3 h du matin. Oui. Le chicken fried rice, c'était un peu ça, mais au début des années 60. Il y a un groupe qui s'appelle The Jades qui jouait à l'Hôtel Radio qui se sont dit « Hey, il est vraiment bon, le riz frit au poulet, hein, c'est vraiment cool. » Ils ont été enregistrés à New York en 1963. Chicken fried rice.
C'est ce qu'on Et ça entend. parle du nightlife de Rouen. Every night when we go out of town, me and my baby come home by phone. And just as we get to the door, she's gotta have chicken fried rice. Rappelez-nous le nom du groupe? The Jades. The Jades. Ouais, 2 gars de North Bay, 2 gars de Rouen. Wow. Ça, c'est une particularité. J'en ai pas parlé tantôt, mais le lien avec l'Ontario, c'est beaucoup plus présent ici, à Très, Rouyn-Noranda. très, très Nous, c'est présent. le lien avec le Nord qui est très, très fort. Ouais. Là. Tu sais, avec les cris, par exemple, avec les communautés du Nord. Mais ici, le lien avec l'Ontario, puis ça transparaît dans la musique, dans les orchestres qui venaient ici aussi. beaucoup, Absolument. là, tu sais. Ça a vraiment fait pénétrer littéralement à Rouyn-Noranda des musiques comme le rhythm and blues, le rock and roll, le country, etc. Ça a fait exister, Félix. Aussi rapidement qu'à Montréal. Tu pourrais nous le confirmer, ça a fait exister un club à Arnfield. Arnfield, c'est une petite ville minière. Il y a eu 5000 personnes à Arnfield. Oui. Et il y a un club, le Lookout. Le je pense, Lookout Country Club. qui a existé parce que les gens de Timmins et les gens de Kirkland Lake venaient, et autant que les gens de Rouen. Mais à 3 h du matin, ça revenait ces routes, ça, là. Il y avait de Tout le monde était à jeun à l'époque, les gens allaient étaient là. J'imagine. là. Ben oui. Incroyable. Ah, là, je vous amène dans les années 80, Oui. Fred. J'ai pensé à vous pour celle-là et je suis content que Paul-Antoine Martel soit là aussi. Diane parce que, Tell, hein? non, même pas. C'est un groupe New Wave. Ben, Ah! New Wave comme alterno spécial. OK. Il s'appelle Experience Now. Yeah. OK, Paul-Antoine, c'est J'avais vu. presque vos années. Mais je connais un. Non, je suis quand même un peu plus jeune. OK. Mais je connais un des membres du groupe, quand même. Ah oui, bon, ben c'est ça. C'est un peu ça que je disais. Ah, mystère, OK. OK. Experience Now. Oui. 1986, il s'inspire de U2, de Love and Rockets, ouais. des groupes qui viennent d'Angleterre, Royaume-Uni, etc. Et ils vont enregistrer un 45 tours qu'ils vont payer par eux-mêmes. Ouais. Et dans le groupe, ils vont essayer de percer. Ils vont se promener à Rouen, ils vont se promener jusqu'au Fofone électrique où ils vont aller jouer. Ils se font promettre qu'ils vont C'est faire là, c'est là que vous avez vu Nirvana, d'ailleurs. Ah oui, en 91. Tout à fait. Ouais. Ils se font promettre qu'ils vont jouer avec Glass Tiger. Et là là! Ça marchera pas. Que j'aurais pu voir quand j'étais. Je fais une petite parenthèse, Glass Tiger. Je travaillais au McDonald's à Drummondville, premier emploi, et McDonald's organisait un gros party pour tous les employés au Québec, au Forum de Montréal. Non. Avec Glass Tiger et Sass Jordan. C'était en 86. Mais on a passé là. toute la journée à la brasserie du Forum. Et c'est une de mes premières grosses brosses à vie. Alors, j'ai jamais vu Glass Tiger. Voilà. J'ai vu Glass Tiger, Fête du Canada 2007. C'était Ah! All right. Non, mais c'était à la Cité de l'Art. Il y avait des feux d'artifice, des enfants. Des jeux gonflables. Des jeux gonflables. Alors, Oui, Félix, on vous écoute. Experience Now, à un moment donné, ça va pas très bien. Il change de membre pas mal. Puis il se ramasse à un moment donné avec un membre du groupe Invulnerable Terrorist. Et là là. Ça te dit quelque chose, ça, Ben, pas Paul-Antoine? ça, par exemple. Non. Non. C'est un groupe de De terroristes cross, non trash, vulnérables. metal, Ouais, ouais, c'est c'est ça, ça. j'allais dire, ça devait être de hardcore, Val d'Or, c'était metal, Heavy, rapide, ouais. qui Ouais. représente très, très bien le Val d'Or de l'époque du club, le Ritz, qui Oui. était... Je rentrerai pas là-dedans, OK. OK? Mais, Ça brassait. Moi, j'ai déjà rentré là-dedans. Ben, en tout cas, dans le Ritz, mais Ouais, c'est ça. c'est ça. Experience Now, c'est quand même pas pire ce qu'ils OK. font finalement. Ouais. Je vous propose de découvrir leur chanson Sons of War. Flanger sur les guitares, ça c'est très années 80. C'est l'époque que les gens dansaient devant le mur. On sent l'urgence. Exactement. On sent une certaine urgence. Les chanteurs avaient c'est ça. toujours un visage déconfit. Oui. Toujours comme Corey Hart. Avec là, du comme- crayon en dessous des yeux également. Avec, oui, un peu relatif déçu de la vie. Là, Et toujours. ce groupe-là, finalement, ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils rassemblent tout le monde de la région parce qu'ils ont enregistré ça à Amos. Ils étaient de Val-d'Or. Ils ont essayé de percer à Rouen. J'imagine qu'ils ont dû jouer au tennis. Mais Je suis certain qu'ils aimaient beaucoup la sœur. c'est une belle découverte. Ils ont peut-être fait 300 copies de leur disque, Mais quand quelque même. chose comme ça. Est-ce que c'est un Aujourd'hui, item de collection aujourd'hui? Maintenant, ça vaut une petite cinquantaine de dollars OK, là, quand auprès même. des collectionneurs de musique canadienne. Fait que c'était une petite découverte valdorienne pour vous, là, vu que vous aimez mieux Val-d'Or que Rouen. Non, mais pas pour l'instant. Non, vous aimez mieux Val-d'Or que Rouen. À date, je trouve que ça va bien, Rouen. Oui, mais ça va bien, mais vous aimez Non, mieux non, mais pour Val-d'or moi, que ça fait Rouen. longtemps que je quand suis là, mais je souligne l'attention des gens ici parce que la place est grande et Tellement. il y a vraiment une attention. Les gens sont très attentifs. Je trouve ça Val-d'Or aussi, mais c'est différent. C'est un Je pense autre que je vibe. suis là. Je sais pas quelle tangente prendrait cette émission. On parlerait pas de Val d'Or. Est-ce qu'on fait un saut dans les années 90?
Ben, j'ai rien amené. Ah, c'est fini, là? On finit dans les années 80? Ah, ben Ouais, merci, oui. Félix C'est ça. Bénéfossé. Mais pour vrai, on va revenir ici, de toute façon. J'espère. Et on va poursuivre les années 90 et les années. Parce Et qu'il y là, en a. Parce que dans les années 90, il y avait une scène punk incroyable. Oui. Ici, Oui. moi, j'en faisais partie, mais j'ai de la misère à parler des choses dont j'ai fait partie. Donc, et là, présentement, là. présentement encore. Oh, oui, la scène Qu'est-ce que punk tu à Rouyn-Noranda, faisais hier, Félix? Hier, je jouais de la musique western, en fait. Oui, parce que vous êtes dans un groupe, faut le dire. Eh oui, j'ai un groupe qui s'appelle Théâtre Égal qui rend hommage à la musique western d'Abitibi-Témiscamingue. OK. là. Western, Ouais, là, ouais, pas ouais. connu. Western. Western, Oh, ben, je suis O-U-E-S. western, oui. O-U-E-S-T-E-U-R-N. Voilà, Ouais, OK, d'accord. c'est ça. Je Bien. tiens à dire que votre premier show, c'était à Val-d'Or. C'est vrai? Oui. Oh, oui, et dans l'église orthodoxe russe. Ça, c'était un souvenir mémorable. C'est complètement fou. Et le deuxième, dans le manoir. Dans le manoir Val-d'Or. Val-d'Or. Ça, c'était quelque Mais, chose. Moi, je tiens à dire, là, avant que Félix faisait partie Oh my du God. groupe, un de mes groupes franco-punk préférés qui s'appelait Les Prostitutes. Ah, C'est ben vrai. oui, c'est vrai, ça! C'est vrai. Et Vraiment, Julien, là, lui, C'est faisait vrai. Puis partie tu as eu de- une carrière quand même dans le circuit indépendant de rock and québécois roll. quand J'ai même. joué, Ben, tout à fait. 10 ans. 10 ans Ouais. de temps. Julien, lui, il jouait avec un groupe de Psychobilly à ce moment-là, qui était un peu les petits frères de The Brains. Hein? C'est un peu ça. Parle-nous de ça. Ouais, ben oui. The Brains que fait Money Changes Everything, là? Non, un groupe d'une micro-scène obscure, le Psycho Billy, qui était comme une rencontre entre Elvis Presley Oui, ça, et je les me Misfits. oui, là. oui. Fait qu'on faisait de la tournée en masse, puis on faisait des shows avec Félix. On a joué, je pense, au Téléphone Rouge à Sherbrooke le soir où ça a fermé, peut-être une des dernières Ah, ouais. gigs. Peut-être à cause de votre présence. Ouais, C'était ouais, c'est Oscar ça. B. On a fermé C'était à la place. Oscar B, le nom de son groupe, et j'avais même une étiquette à ce moment-là, qui roule encore, mais c'est pas moi qui s'en occupe. Ça s'appelle les étiquettes méga fiables. C'est né à Évin, à côté de Rouyn-Noranda. Là où aussi il y a Oh! Non, mais là où aussi il y a une autre étiquette de disque qui est un petit peu plus prestigieuse, Oui. 7e ciel, là, Ah, ben qui oui! est l'empire du hip-hop. Du au hip-hop, Québec. ben oui! Et sur les étiquettes méga fiables, on avait fait une compilation où on avait placé une chanson d'Oscar B de Julien. Donc, Julien et moi, là, on était là dans le temps des vrais, là. Tu sais, dans le temps de Ouais. Nirvana. Ah ouais! The real shit! Ben merci, Félix Bénéfossé. Ça On fait peut vous plaisir. entendre À Radio-Canada. à Radio-Canada tous les jours et sur Région Internet. 08 Et de vous allez, 15h30. vous allez donner votre place à Julien Morissette, justement. Julien va venir s'asseoir. Là, il prend sa petite bière. Et là, on va revenir un peu dans le drame, dans la crise, dans l'implosion avec Godefroy Laurando. On est content que vous soyez de retour pour cette saison 2. Petit-fils d'André Laurando, répétons-le, donc vous êtes extrêmement crédible. Extrêmement crédible. Oui, Extrêmement surtout crédible. que, Fred, moi, je voulais vous parler, en fait, pour commencer, Oui. de l'Afrique. Ah oui! Et j'avais des rythmes tribaux pour vous. C'est vraiment l'épisode le plus musical. Oui. Alors là, on entend des rythmes africains. Est-ce que vous reconnaissez ça, Fred? Non? C'est vraiment excellent. C'est un album que vous connaissez. J'en glisse juste un petit mot parce que c'est trop bon. Oui. C'est une compilation qui date de 2012 qui s'appelle Ghana Sounds. Ah, ben moi, je connais pas celle-là. Je connais le premier volume qu'on a Mais c'est découvert celui-là. ensemble C'est au celui-là. début des années 2000. Il est sorti en 2002, j'ai l'album, Ah, j'ai 2002, vérifié. oui, voilà, en ok. 2002. Ah. Et puis, c'est une compilation absolument Ah oui, tout à incroyable. fait, de groupes du Ghana obscurs, des années 70. Des groupes qui ont enregistré de façon indépendante Oui. dans des studios parce qu'il y a eu un certain boom à l'époque. Oui. Et ça a duré un certain temps. Mais Et dis-toi- toutes les masters ont été perdus. Et ce gars-là a fait une recherche qui a duré des années et il a sorti des perles, une quinzaine de tunes. C'est du afrobeat. Pour ceux qui connaissent un peu Fela Kuti du Nigeria à côté, c'est des influences afrobeat et funk. Ça s'écoute. C'est vraiment, vraiment un très bon album. Mais là, vous faites un duo avec Marie-Hélène Massy-Aimon. Et oui, parce Bonjour. qu'elle Et pourquoi vient, on parle- vient du Ghana. Ah oui? oui, c'est ça. Non, c'est pas vrai. Mais pourquoi faire du La Ghana? Ghana. La rue Ghana de la Motte, oui, c'est ça. Parce que, Fred, est-ce que vous saviez que le Ghana partage quelque chose avec Rouen? Ben, pas du tout. Et ce n'est pas seulement la musique émergente et très cool, c'est surtout le problème de la pollution à l'arsenic. Ah, mon Dieu! Et le lien n'est pas Bon, du tout bâtard. Ça, je l'ai parlé au début. J'étais très inquiet. À partir de Mont-Laurier, là, j'étais très inquiet de présence d'arsenic Oui, dans moi, mon sang. j'ai lavé mon dash plusieurs fois juste parce Oui. que je savais que c'est ce qu'il fallait faire pour se prémunir de ces poudres dangereuses. Oui. Mais les gens de Rouen, des fois, disent que ça goûte la mine. C'est pas forcément l'arsenic, hein, c'est l'acide sulfurique, mais Ah. ici, des fois, ça goûte. Ah. C'est une expression OK. que vous allez Bon, entendre, je vais festivalier, expérimenter ça, festivalière. Ça en goûte fait, la mine. Oui. Alors, est-ce que quelqu'un ici peut nommer la capitale du Ghana? Oh, ça doit être... J'aurais jamais pu faire Non, ça. Là. je- Il s'agit de Accra. Ah! Accra. Et Comme dans la phrase « J'adore les acras de Morue Exactement. Et peut-être que ça vient de là. Et d'ailleurs, là-bas, il y a une espèce de gigantesque Accra, mais de pollution. ». Ah! Oui, et c'est en banlieue d'Accra, juste à côté d'un des plus gros marchés ouverts. Godefroy, avant Oui. que vous participiez, je veux juste souligner que mon fils est avec nous ce soir, Ludovic Savard, qui a l'air de s'emmerder que le calice depuis déjà une heure.
Mais il est calme. Oui. Il est calme. Mais il est extraordinaire, pour vrai. Ben oui. Il fera ses débuts à la radio demain, à la radio FME, d'ailleurs. Bien hâte d'entendre ça. Oui, alors, poursuivez. Alors, Excusez-moi, je Geoffroy. continue pour toi. Je suis dissipé. Je continue pour toi, mon grand Ludo. Oui. Donc, à Accra, il y a le plus grand marché, le marché local de fruits et légumes. Oui. Malheureusement, il y a aussi le plus grand dépotoir à ciel ouvert de produits électroniques. Oh. Et devinez quoi, ça vient surtout pas d'Afrique. Je sens soudainement un souffle de culpabilité qui nous envahit. C'est surtout l'Europe et les États-Unis, en fait, qui exportent légalement et illégalement leur détritus électronique là-bas. Et le drame, c'est que les gens les plus pauvres de la planète recyclent nos bébelles. Et essaient d'extraire, entre autres. Et évidemment, ils font pas ça avec un microscope électronique. Non. Ils font ça avec une chaudière en métal et du feu. Bon. Et donc, ils font fondre les iPads pour extraire le métal. OK. Donc, ils vont faire fondre tout ce qui est en plastique. oui. Imaginez-vous les fumées qui sortent de là. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on est à Accra et qu'on vend du poisson ou des fruits et des légumes? On doit nettoyer son comptoir plusieurs fois par jour parce que les fumées sont terribles. C'est un cauchemar. Il y a un reportage extraordinaire de la RFI qui est sorti cet été, qui est disponible, qui parle de Ghana, une catastrophe silencieuse, quelque chose comme ça. Et la pollution là-bas est principalement à l'arsenic. Mais le drame, c'est qu'il n'y a aucune mesure. Il n'y a rien, il n'y a personne qui s'en occupe. Non. Tout ce qu'il y a, c'est des victimes, des gens qui meurent. Et en même temps, une industrie du recyclage du cuivre, entre autres, de plusieurs millions là-bas. Mais c'est pas les gens qui pelletent les iPads qui font ces millions-là, je peux vous le dire. Et donc, le lien avec Rouen, c'est ça. C'est qu'il y a une pollution qui est à Rouen. On en a entendu parler. Vous en avez même parlé au mois de mai, Fred, à la balado. C'est vrai. Vous avez glissé un mot sur les recherches, la biosurveillance qui avait été faite Oui, au c'est sujet vrai. des ongles des enfants. Oui. On cherchait à prouver, à déterminer est-ce que oui ou non, il y a une pollution permanente suffisamment grande pour que les ongles des enfants portent des traces. Et on va en parler tantôt de ces recherches-là, mais c'est sorti en 2019 et c'est ressorti quelques fois, donc des articles dans les dernières semaines. Notamment Émilise Terrien, j'oublie son deuxième nom. Lessard Terrien. Lessard Terrien qui a écrit une lettre dans le Devoir où elle parlait de la Qui est la catastrophe députée silencieuse. de Québec solidaire, de la région. Exactement. Oui, voilà. Et donc, on essaie d'attirer l'attention. Celle qui a peur des Chinois. J'ai lu ça en filigrane. Je sais pas de quoi vous parlez. Les prédateurs. J'irai pas parler, Fred, en détail de cette techniquement de ce qui se passe à Rouen, mais sachez que si vous avez envie d'apprendre, parce qu'évidemment, on parle de la fonderie Horn, qui est les deux grandes cheminées à côté du FME. On le voit très bien dans le quartier Notre-Dame. Sérieusement, ça n'a pas l'air d'une usine à luzerne bio. Là. Non. Ça a vraiment l'air d'une machine de Satan. Et on sait qu'il y a quelqu'un, un méchant capitaliste là, qui brasse ses pièces, c'est sûr, sûr, et qui regarde les gens mourir et qui fait et qui flatte son chat trop fort. Trop fort parce qu'il est extrêmement tendu. Mais Fred, sérieusement, c'est un drame qui a été dénoncé partout. La pollution à l'arsenic dans l'air. Si vous avez envie d'avoir des détails là-dessus, je vous invite à faire ce que moi j'ai fait. J'ai fait beaucoup de lectures, mais surtout, j'ai écouté notre ami B.D. Fossé. Il avait enregistré 3 excellentes chroniques dans les semaines du 13 mai, là, autour de ça, alors qu'il était simple chroniqueur. Oui. Eh oui. Mais il était excellent. Attention, il est derrière vous, là. Il plane. Ah, attendez, on va ouvrir votre micro. Ouf, son micro est fermé. Oui. C'est si loin derrière moi, cette époque-là. Vous étiez chroniqueur, ben oui. Ça fait déjà 3 jours que je suis animateur. Mais j'étais fier de vous parce que je ne vous connaissais pas avant. Et donc, j'entends parler de vous tout de suite après avoir lu... Alors, je continue, Fred, parce que si vous avez envie de vous informer davantage sur les détails... J'ai très envie. Il faut comprendre un truc. PA en a parlé tantôt un peu, mais la mine Horn, la fonderie Horn, c'est un géant en Abitibi. Oui. Après que les forges du Saint-Maurice aient fermé dans les années 1800, c'est le premier exemple d'intégration verticale industrielle. C'est-à-dire, il y avait toutes les mines de cuivre, qui était rattaché à la Noranda Mining, qui était la propriétaire. Ensuite, on travaillait le cuivre sur place. Donc, on le transformait en anode de cuivre ici. Et le cuivre était rapidement, à partir des années 1931, ont été pas exportés, mais envoyés à Montréal, où ils étaient transformés en cathode de cuivre extrêmement pur et vendus. Et donc, tout ça était... Vendu à fort profit, j'imagine, pour la collectivité. Exactement. C'est insérez votre blague de ruissellement de l'argent ici. On commence à connaître les ritournelles. Oui. Fred, c'était un géant, tout simplement. Oui. Cette mine-là, la mine Horn et toutes ses ramifications et la fonderie qui est à côté ici,
C'était une mine, non pas d'or, c'était une mine de cuivre, de zinc. Et il y avait 3 mines autour, là, mais je parle de la Horn principalement, la Waite, Amulette et la Quémont. Et ces 3 mines-là, ensemble, n'étaient pas des producteurs d'or primairement. Et ils ont produit tellement de cuivre que leurs sous-produits d'or, leurs traîneries d'or, ont quand même surpassé toute la production de l'Abitibi en or. Donc, c'était totalement un monstre. Et ils ont fait toutes sortes de pollutions différentes. On a réglé le cas du soufre il y a quelques années. Maintenant, on est rendu à l'arsenic. Et là, je vous épargne les détails. On est passé de Noranda Minings à Falcon Bridge, à Extrata, et maintenant, c'est Glencore. Et Là, je vois Paul-Antoine qui opine du bonnet. On dirait que le froid est né ici, hein? C'est magnifique. Sérieusement. Il connaît beaucoup mieux cette histoire-là que. C'est parce qu'il est allé au collège Brébeuf. C'est ça. C'est parce que j'ai écouté... C'est la fine fleur de la toute cette société. rigueur. C'est parce que j'ai écouté Région 8. Ce sont ces gens-là qui nous dirigent depuis déjà 150 ans. Oui, mais pas moi. C'est bien ça le problème. Mais l'important, c'est que l'inquiétude... Il y a eu un rapport mystérieux en 2004 que je me suis tapé par pur plaisir. Oui. Et à l'époque, on relevait ce que Félix disait à son émission. Oui. C'était que les émissions d'arsenic ont augmenté avec les années en même temps que les émissions de soufre ont baissé. Ah. Donc, il n'y a pas vraiment d'explication, mais Donc, il y a sans doute un lien. Ces gens-là ne avec- peuvent pas faire 2 choses en même temps. Peut-être que c'est ça, mais on a intégré, Ils ont pas d'enfants. on a intégré, Fred, de plus en plus de matériel recyclé à l'usine, ce qui est une bonne chose. Mais peut-être que dans ce procédé-là, c'est ce qui a fait que l'arsenic a augmenté. Oui. Et là, on arrive au fameux test de 2018 Oui. où on découvre qu'effectivement, il y a de l'arsenic dans les ongles des enfants. Ben oui, c'est que là, effectivement, en mai 2019, là, les citoyens sont conviés au dévoilement de la programmation de santé publique, finalement, qui était... je fais une blague, mais l'idée, c'est que il y avait une rencontre citoyenne qui est faite et puis les parents dont les enfants avaient des taux d'arsenic drastiquement élevés avaient été contactés dans les jours précédents, mais la population générale est avisée à ce moment-là. Et puis, ce qu'on apprend, c'est que effectivement, là, dans les enfants testés, il y a un large pourcentage qui a des taux d'arsenic très élevés. C'est ce que Louis-Gilles Francoeur dira. Et là, je vais essayer d'imiter Louis-Gilles Francoeur. Vous me direz si c'est une bonne imitation. Dira que c'est un scandale national au même titre que la fillette qui est morte des suites de mauvais traitements qu'elle a subis à Grenby. Là, OK, bon. le flegme de Marie-Hélène Louis-Gilles. Massy-Aymon, expliquez-nous rapidement les symptômes. En fait, c'est quoi les dangers réels? Parce que là, on parle d'arsenic. Bon. Évidemment, c'est un mot qui fait peur, arsenic. Les mots qui finissent en « ic », habituellement, font peur. L'arsenic est un cancérigène dans la mesure où ce qu'on sait pour l'instant, c'est que ça facilite la mutation des cellules. Hein. OK, bon. C'est aussi effectivement un poison mortel à forte dose, Oui. mais Comme dans la chanson « Le pudding ». effectivement, et là on Oui, se on demande. fait des blagues, mais oui, c'est un vrai pudding. Le pudding à l'arsenic. on rit parce que c'est pas drôle ici Exactement. cette situation-là. Parce qu'on est nerveux. C'est un rire nerveux. Effectivement. Voilà. Et puis, à dose exposée à long terme, ça peut aussi amener engourdissement, problème du système nerveux, oui. et puis problèmes gastro-intestinaux, etc. Cancer du poumon, problème Ce endocriniens. qu'on appelle à Montréal une soirée au Quai des Brumes. Mais ici, on l'a à ciel ouvert et dans notre maison. À ce moment-là, bien évidemment, c'est que les citoyens, les parents ont un sentiment de quoi? De honte, d'impuissance, de culpabilité, de dire « Mais moi, je me suis installé dans ce quartier-là Ben oui. parce que je voulais vivre ici. » Il y a des puis c'est maisons beau. qui sont collées là, sur. Les maisons sont collées et les maisons valent très cher aussi. Il n'y a pas que le quartier Notre-Dame n'est plus un quartier qui contient une population uniquement défavorisée. Alors, c'est une bonne nouvelle. Au moins, les riches meurent aussi. Les riches ont Ben, aussi on avance. à avancer On avance. dans ce dossier-là à Rouyn-Noranda. Et bon, les gens qui viennent au FME en fin de semaine, vous voyez les effigies de la fonderie Horn. Vous allez le voir sur les bacs de jardinage en ville. La fonderie Horn, elle est partout. Alors, on surveille les ongles en fin de semaine au FME. Oui, remarquez les signes. Écoutez... Plus on est exposé longtemps, plus les dents Oui, c'est ça. C'est une question de durée. C'est une Mais question dans le temps et de... Ça peut s'accumuler dans le corps. C'est Oui, pour ça absolument. qu'on se sert Ça, des c'est- ongles, d'ailleurs. Parce que si c'était juste des tests d'urine. Les tests d'urine sont sur... l'arsenic reste, en fait, est traçable dans l'urine sur quelques jours.
Tandis qu'il est sur plusieurs mois dans les ongles. Oui. Ce qui fait en sorte que le test est beaucoup plus fiable quand c'est le test qui est pris dans les Grosso ongles. modo, là, plutôt. si l'arsenic est rendu dans l'ongle de ton enfant, C'est parce qu'il y en a beaucoup. ça signifie qu'il a passé par le corps, Oui. il a été absorbé, puis Oui. c'est rendu jusque-là. Ouais, il est présent. Effectivement. Fait que ce qu'on sait actuellement, c'est que c'est non seulement un risque pour la santé des enfants du quartier qui est là, mais c'est aussi un risque pour la population, pour 45 000 personnes Ben qui oui. ne sont pas testées actuellement. Parce que le test se concentrait sur des enfants, un groupe d'âge bien spécifique, d'un lieu très spécifique. Et c'est une des revendications qui est là de la part des citoyens et des parents que l'étude de biosurveillance soit étendue à toute la population de la Mais- ville de Rouyn-Noranda. et la réaction des autorités, comment les autorités réagissent? Ça touche une mine qui fait travailler du monde. Ça touche aussi une entreprise qui est très, très grosse. Hein? Glencore, c'est un gros méchant. Glencore, c'est une entreprise qui est connue comme étant des plus opaques et les plus corrompus de la planète, Ah! à la base. Tu sais. Fait que si vous avez envie, on retourne à Rouen, mais on va faire un petit détour par Glencore parce que moi, je trouve l'histoire de cette entreprise fascinante et l'histoire de ses fondateurs aussi. Mark Rich, qui, lui, finalement, arrive aux États-Unis là, après la Première Attendez, il Guerre mondiale. s'appelle Rich? Oui, et son nom, c'est Reich, comme royaume. Oh! Et il va On fait pas s'appeler de mauvaises blagues. Rich, non. Ouais. Et il va le créer, C'est le un- marché du mercure, ce jeune homme. C'est un trader doté d'un flair incroyable. Est-ce que c'est le 3... Est-ce qu'il y a des frères et sœurs? Est-ce que c'est le troisième de sa famille? Le troisième Reich? Mon Dieu. Il y a plusieurs biographies sur Rich. Les internets débordent sur le cas de cet homme qui est considéré comme le pirate du négoce. Hein. Ah oui. Lui, il va avoir il va être poursuivi pour 300 ans de prison aux États-Unis. Il s'extrade dans les années 80. Il va avoir tradé avec l'Iran du pétrole alors que c'était pas le Ouais. temps. Magouillage, extorsion, accusation, tout le kit. Némite. Mais rassurons-nous pour Marc, Bill Clinton, au dernier jour de son mandat, le gracie. Ah, mon Dieu! Et Telle une dinde de la Thanksgiving. merci Bill. Et ça va être Citoyens qui sont Oui, voilà. ça va être un des actes de Clinton qui est le plus condamné par la presse à ce moment-là. Mais Mme Rich venait de verser, l'ex-Mme Rich venait de verser 200 000 en dons au Parti démocrate. Ah, ça tombe bien. Bon. Ah ben. Mais effectivement que Glencore, parce que c'est dans des scandales de Paradise Papers Ouais. depuis 2017, parce que c'est l'usine à Belle-Dune, en Nouveau-Brunswick, Oui. qui en ce moment oui, c'est est en vrai. tractation Tout à fait. entre les employés qui sont en grève depuis 3 mois, puis l'usine qui menace d'être fermée sans règlement. On est toujours dans des dynamiques très, très, très méchantes. Fait que Oui, oui. c'est facile des haïrs. Espèce de capitalisme prédateur. Est-ce que, j'imagine qu'elle est inscrite, son siège social au Canada, parce que le Canada est un paradis pour les minières, pour les sièges sociaux, avec protection juridique, opacité qui est tout à fait légale, souvent sous des couverts de compétitivité. Mais on n'en parle pas assez, mais 75 des compagnies mondiales des minières ont leurs sièges sociaux au Canada. Parce que c'est vraiment un paradis. On est comme une république de bananes de la compagnie minière. le Effectivement. Canada. Et puis, ici, à notre échelle, la fonderie Horn, c'est aussi partout gros et puissant. Oui. Donc, on a, nous, le ministre délégué de la région cette semaine ou la semaine dernière qui a dit qu'il fallait arrêter de peser sur le piton panique. Ouais. Parce Est-ce que... qu'on peut rappeler son nom? Oui, Pierre Dufour. Pierre Dufour. Pierre Dufour. Voilà. Député d'Abitibi-Est pour la CAQ. Pour la C'est le CAQ. ministre Pour, régional. pour qui OK. vous avez voté. Oui, dans L'Abitibi-Est, là, notre- ça signifie Val d'Or. Oui, merci, Pardon? Val-d'Or. oui, Merci. Félix Bédéfossé, j'ai pas compris. L'Abitibi-Est, ça signifie Val d'Or. Ah, d'accord, voilà. essentiellement. OK, Oui, voilà. OK, on est Oui, là, oui. il a dit ça. Mais je pense qu'il voulait dire c'est mieux de peser sur le piton snooze dans ce cas-là. Oui. Ben, Mais c'est pesez un pas peu trop ça, fort hein. parce que vos ongles vont lever. À cause de l'arsenic puis tout. Ben oui. Et je répète qu'on rit parce que c'est pas drôle. Non, c'est ça. Mais oui, donc, cette fonderie-là, ben, ici, elle est active dans la vie de la ville. Hein. Oui. On le voit par son implication dans le Sociale, FME, son ouais. implication sociale caritative, les festivals, tous les projets à caractère communautaire. Il y a de l'argent qui est investi, des petites sommes qui sont investies. Il y a un côté où la communauté en retire des bénéfices. Ben oui, bien évidemment. Et toute la complexité du dossier vient de là aussi. Ben, Puis c'est pas pour rien, on joue sur ces exactement. cordes. Mais c'est toutes les questions sur l'acceptabilité sociale, Ouais. sur, tu sais, est-ce que c'est des redevances ou s'ils choisissent dans quoi ils investissent. Puis bien souvent, les minières, quand ils investissent dans quelque chose, ils donnent leur nom, ils se donnent le beau rôle, mais c'est clairement des relations publiques pour bien faire passer leur projet minier. Comment on fait pour se rester debout devant ces géants?
Bien, en fait, c'est qu'ici, là, présentement, il se passe une chose. On en a parlé au mois de mai. Hein. Oui. C'est une année où il se galvanise beaucoup de luttes, puis beaucoup de gens s'impliquent et se campent dans leur territoire, dans leurs endroits. Moi, je suis pas membre des comités concernant l'arsenic. Il y a le comité arrêt qui a été formé. C'est une période où on est plusieurs et des dizaines à refuser, de plus en plus, à refuser, à nommer, parce qu'ici, une des choses, et ça a été dit pour les logements tout à l'heure, la peur de parler, elle est très grande dans des petits milieux parce que tout le monde se connaît, parce que ça devient très familial, parce que ça devient très Et que les gens, affectif. c'est parce que les gens, ils travaillent aussi. Je veux dire, il doit y avoir des clivages qui s'installent aussi dans les conversations, dans les positions, parce que ceux qui chialent contre ça, ben, de l'autre côté, vont dire, ouais, mon travail, puis à un moment donné, Puis on ça a remplace toujours ça été par le quoi? cas. Hein? Combien d'employés? La fonderie, c'est autour de 600 employés. C'est le deuxième employeur de la ville après le CISAT. Et le centre de santé. Et donc, on se dit aussi que la fonderie, étant donné les taux de cancer anormalement élevés, les systèmes endocriniens, ça fournit peut-être un peu plus de job, même pour le CISAT. Wow! Fait que, Et là, pour terminer là, avec ce dossier-là, la suite des choses, est-ce qu'il y a des... Ben, moi, Fred, vous savez que je suis pas anti-capital et puis Ben non. je fais des blagues de Satan dans l'usine, mais en fait, c'est que c'est une usine qui est un monstre dans la région, Oui. qui est tellement puissante et qui fait sans doute peur un peu. Les choses bougent. Quand même, si on regarde le cas du soufre, c'était un problème de pollution énorme à l'époque et il y a eu un investissement conjoint du fédéral, du provincial et de la fonderie. qui est arrivé par les citoyens. Hein? Tout à fait. La pression ne viendra jamais de l'intérieur, mais une fois que la pression est appliquée, ben là, les choses peuvent finir par bouger. Et là où on est maintenant, on est sans doute prêt à mettre un pied dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Oui. Et le cuivre, moi, je lance un message d'espoir ici. Oui. Le cuivre est un métal qui est facile à recycler parce que dans toutes ses utilisations, notamment dans des voitures, c'est 20 kilos de cuivre, pratiquement pur. Oui. Dans une hybride comme celle que vous avez conduite aujourd'hui, c'est 45 kilos de cuivre. Et dans tous nos appareils électroniques, il y en a un peu, mais c'est parce qu'on a tellement d'appareils et on les renouvelle tellement souvent sais bien. que si on réussit à recycler ces appareils-là, à en retirer le cuivre, bien, on a ici une usine pour le faire fondre, le purifier. On a à Montréal une autre usine qui va l'affiner encore plus. Et le principal acheteur de ce cuivre affiné à Montréal, c'est Nexan. Et Nexan, c'est un producteur de câblage électrique. Le câblage électrique qui retourne, par exemple, dans les voitures, dans les maisons. Et si on pouvait se créer un flux du cuivre, on aurait ce qu'il faut pour récupérer le cuivre et investir, donc profiter des investissements qui seront peut-être faits dans la mine pour régler le problème de la pollution en arsenic, pour en même temps mettre un pied dans une économie comme celle-là. Et ça pourrait vraiment, au lieu de devenir Satan, ça pourrait être le futur. Ah! Ben... Et au lieu d'être comme les gens dans le marché d'Accra, on n'aura plus besoin de balayer nos comptoirs pour enlever la poudre d'arsenic. Oui, parce que ça, c'est un des trucs qu'on donne à tout le monde ici. Là. Laissez pas les enfants dans les maisons quand vous époustez, mesdames, messieurs, pendant votre semaine parce que à Rouen. la poussière qui lève, Nous, c'est on est très chanceux parce que le FME nous a trouvé un chalet à 45 minutes de Rouen, à Parquet. Du parquet. Ah, Voilà. oui. Alors, je pense qu'on n'aura pas besoin d'épousseter... Aux îles Moukmouk? Ouais. Là où Ah oui, l'air oui, est pur. oui, tout à fait. Ben, Godefroy Lando, Marie-Hélène Massimon, merci de ce tour d'horizon de cette problématique. Merci. On va rester quand même attentifs. Alors, Hélène Faradji, vous ne pouviez pas être avec nous physiquement à Rouyn-Noranda, mais je pense que c'était primordial de vous avoir pour cet épisode parce que vous allez être avec nous pour la saison 2. Oh que oui. Oui, toutes les semaines. Je vais essayer. Pas mal toutes les semaines. Vous êtes une pilière. Est-ce qu'on dit une pilière de cette balado? Faudrait demander à l'Office québécois de la langue française, j'aime mieux pas. mais On va dire une pilière. Une pilière. OK. Évidemment, nous, on est tourné vers l'avenir, la balado de Fred Savard pour la saison 2. Mais là, vous allez faire un petit retour culturel sur ce qui s'est passé cet été. Bah ouais, tout à fait. Je sais que tout le monde est en mode rentrée, mais moi, je voulais qu'on revienne un peu sur ce qui s'est passé durant l'été culturel. On fait une petite pause juste pour vous dire que nous sommes présentement à Montréal et il y a des travaux. C'est les doux bruits de la ville. Beyrouth a l'air d'une bibliothèque publique en ambiance sonore comparée aux travaux qu'il y a ici. Alors, ça se peut que vous entendiez des choses, mais c'est pas grave. Nous sommes dans le réel. Exact, ça vous donne une idée de l'ambiance qu'on a vécue cet été et qui a été à l'image de ce qu'on a vécu durant cet été culturel parce que ça a brassé durant tout l'été. On a eu un propriétaire de salle qui a utilisé ses écrans pour diffuser un film de propagande anti-avortement. Oui. L'ONF qui s'est fait brasser la cage par ses créateurs. Et le fait qu'une actrice noire allait jouer un agent du MI6 dans James Bond. Et ça a perturbé tous les petits messieurs, comme vous. Mais moi, je voulais revenir sur 3 événements qui ont illustré chacun à leur façon quelque chose que je trouve assez problématique en culture, mais dont on a assez peu parlé. C'est qu'il n'y a rien de plus
difficile que de changer d'image. Vous avez essayé? Ça a marché? Est-ce que ben oui et non, c'est-à-dire que oui, quitter un gros projet, c'est ce que vous parlez de. Voilà. Oui, ça, mais ça c'est. Mais non, je vous dirais que j'ai pas changé d'image parce que je pense que je reste encore un peu dans ce que j'ai toujours un peu fait. Voilà. Je l'affine, je le transforme peut-être, mais j'ai pas changé d'image. Non, et je pense que ça aurait été difficile de le faire. Et les 3 exemples que je vais donner, ça va vous montrer que c'est vraiment très, très difficile d'y arriver. Pourtant, on pourrait penser que dans le monde merveilleux des artistes, la liberté est absolue, les frontières n'existent pas, qu'on peut se réinventer comme on veut. Ben non. Changer d'image en culture, c'est à peu près aussi difficile que pour un film québécois que de faire du box-office. Alors, ceux qui ont essayé cet été se sont cassés les dents. Je vais commencer avec la 2e saison du show Big Little Lies sur HBO qui avait été créé par Jean-Marc Vallée. Alors, vous vous souvenez, à la fin de la première saison, on était super contents. Jean-Marc Vallée était aux commandes. Reese Witherspoon, Laura Dern, Nicole Kidman, 8 Emmy gagnés. C'était parfait. On avait eu peur, on avait été émus, on avait hâte de voir la saison 2. Sauf que la saison 2, elle a tout raté. Pourquoi? Parce qu'on a voulu changer d'image, mais qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. Mais c'est quand même étrange pour une série à succès comme ça. C'est quand même un pari risqué. Pourquoi? Je vous explique tout ça. À la fin de la saison 1, Jean-Marc Vallée décide qu'il n'est plus le réalisateur de la série. Il décide de rester producteur exécutif. Et donc, on demande à la génialissime cinéaste britannique Andrea Arnold, qui avait fait Fish Tank, c'est des films très nerveux, très sociaux, très sensuels aussi. Donc, on lui a demandé de prendre le relais et de mettre la saison 2 à sa patte à elle. Et là, on aurait déjà dû avoir la puce à l'oreille parce que Jean-Marc Vallée a déclaré que lui et elle, ces styles de réalisation-là, ça se ressemblait beaucoup parce que tous les deux filment à l'épaule et en lumière naturelle. Ouais. C'est un peu comme dire que moi et Nicole Kidman, on porte des jeans, fait que si je la remplace, personne n'y verra que du feu. On va passer là-dessus. Arnold, elle a fait ce qu'on lui a demandé. Elle a pris le contrôle de la saison 2. Elle l'a vraiment mis à sa main, mais c'est là que l'histoire devient vraiment moche. HBO, David A. Kelly, qui est le créateur de la série, et Jean-Marc Vallée, ont, une fois que les épisodes ont été tournés, décidé de repasser sur le tout pour unifier le style. C'est pas un peu paternaliste, ça, Hélène Faradji? À peine. Donc, en fait, on s'est arrangé pour que ça ne ressemble plus à de Andrea Arnold, mais que ça ressemble à du Jean-Marc Vallée. Et le problème, c'est que c'était prévu depuis le début, sauf que personne n'avait prévenu Andrea Arnold. En gros, on voulait son nom, on voulait la caution d'une femme à la réalisation, mais on voulait pas son travail. Donc, on voulait l'image, mais on voulait pas l'image qu'elle était capable de créer. Est-ce que vous avez des sources pour avancer ça, ou c'est votre filtre féministe qui parle? Mais quel filtre? Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Non, il y a eu un article très détaillé dans IndieWire qui a raconté toute cette histoire assez moche. L'autre gros dossier de l'été, toujours lié à la question... Mais comment réagit la réalisatrice? C'est mal, elle a le cœur brisé. Probablement qu'elle retouchera pas à la télé avant un petit bout de temps. Autre gros dossier de l'été qui est toujours lié à cette question d'image, c'est évidemment Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino. Il faut le dire, c'est votre chouchou. C'est votre objet de thèse de doctorat. Exactement. Donc, je le connais très bien. Je l'aime beaucoup. Je suis déjà allée le voir 2 fois. Vous êtes notre crédibilité universitaire. Moi qui a à peine un deck. C'est vrai? Oui, que j'ai eu à la toute fin au Cégep Saint-Laurent. J'étais déjà à l'université et j'ai eu 60% en natation pour avoir mon deck. Bravo. J'ai pas fini mon bac. Alors, les jeunes à la maison, vous pouvez lâcher l'école, il y a moyen de réussir, c'est juste un petit peu plus long. C'est long aussi avec un doctorat. Faut pas se leurrer. Bref, Tarantino. Donc, il raconte l'histoire d'une star de la télé, de son double cascadeur, qui sont un petit peu perdus dans le Hollywood de 1969, qui est un Hollywood en train de changer, et eux deux sont déjà des has-been. Et je veux même pas rentrer dans le débat de est-ce que Tarantino avait le droit de réécrire l'histoire comme il l'a fait, parce que oui, évidemment qu'il avait le droit, c'est une fiction. Ça s'appelle Once Upon a Time, il était une fois, c'est un conte, on a tous les droits. Mais ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que c'est surtout un cinéaste qui a essayé de changer une perception et qui s'est fait taper sur le museau en se faisant dire qu'il était sexiste et qu'il n'était pas de son temps. Pourquoi? Parce qu'il a décidé, spoiler, si vous l'avez pas vu, n'écoutez pas la suite. On a le droit de spoiler. Il y a une étude en France qui démontre que quand on sait la fin d'une histoire, on a plus de plaisir. Qui sait à la alors? Découvrir. Non, mais pour vrai, c'est véridique sur un échantillon de 800 personnes. C'est sûr que là, l'histoire, c'est peut-être mieux de pas tout à fait connaître la fin, mais tant pis, on va présumer que vous l'avez vu. La science. Donc, Tarantino décide de
laissé vivre Sharon Tate. Je vous rappelle, Sharon Tate, c'est cette actrice, une starlette hollywoodienne dans le Hollywood de 69, blonde, mignonne comme un cœur, qui avait fait à peine quelques apparitions dans Valley of the Dolls, The Wrecking Crew ou Le bal des vampires de Polanski, dont elle était l'épouse, et elle s'apprêtait à être la mère de ses enfants parce que elle a été sauvagement assassinée par Charles Manson et ses débiles alors qu'elle était enceinte de Polanski. Et c'est ce que l'histoire a retenu. Sharon Tate, la victime de Manson. C'est la jeune femme enceinte assassinée. Mais qui parlait d'elle encore comme une actrice ? Personne. Son nom est rentré dans l'histoire comme celui d'une victime. Et ce qu'a fait Tarantino dans son film, oui, bien sûr, il lui a sauvé la vie, mais surtout, il en a refait une actrice. Donc, il lui a rendu son agentivité. Exactement. Elle a quelques scènes où elle est jouée par Margot Robbie. Elle apparaît, elle est lumineuse, elle est enfantine, elle va chercher un livre pour son mari, elle va surtout au cinéma voir son propre film et jouir de l'effet que sa performance a sur les spectateurs. C'est quand même une idée sur le plan créatif quand même super intéressante. Assez génial. Elle a très peu de dialogue, c'est vrai, mais elle existe tout de même et elle existe en tant qu'actrice. Alors, c'est exactement ce que Tarantino a fait. Il a changé son image, il l'a fait passer de victime à actrice qu'elle était, ce qu'elle aurait dû rester si elle n'avait pas été assassinée. Un peu comme si Denis Villeneuve, là, pour les gens à la maison, si Denis Villeneuve faisait revivre Marc-Soleil Touga, peut-être. Oh boy! OK. Ah, vous êtes en forme pour le retour. On poursuit. Donc, on a accusé Tarantino d'être réducteur, de ne pas la faire exister comme un personnage, d'être sexiste, mais jusqu'à preuve du contraire, c'est l'inverse. Parce que ce qui est sexiste, c'est de refuser de voir Sharon Tate comme autre chose qu'une victime. La faire redevenir le temps d'un film ce qu'elle était, c'est-à-dire une jeune aspirante actrice, fraîche, lumineuse, innocente, c'est lui redonner son statut de femme à part entière et ne pas la cantonner dans un statut de victime. Sauf que non, la doxa a décidé que c'était mal. Est-ce que vous avez l'impression que le fait aussi que Sharon Tate était l'épouse, je sais pas si elle était mariée, mais la conjointe de Roman Polanski, qui lui aussi a un parfum, le scandale autour de lui, est-ce que ça a joué un peu dans la perception de cette tentative de Tarantino? C'est sûr que ça n'a pas aidé, mais je pense qu'on lui reproche surtout d'être revenu en arrière et d'avoir montré un passé idéalisé, etc. Sauf que si on y réfléchit 2 minutes, il a quand même refait de cette femme autre chose qu'une victime, ce qu'on devrait vouloir dans la vie. C'est le cinéma, je veux dire, s'il y a un endroit, où, en tout cas en création générale, où on peut faire... Je suis assez partisan de on fait ce qu'on veut, puis c'est moi tout, aussi, là. puis les gens jugeront, les gens sont assez intelligents, sauf que là, on voit peut-être que non. Non. Finalement, non. Les gens sont pas Et finalement. Bref, donc ça, c'était pour mes 2 exemples, mais c'est de la petite bière à côté de la vraie grande question d'image que nous a posée Safia Nolin en sortant son nouveau clip pour la chanson Lesbian Breakup Song, clip où elle et d'autres femmes apparaissent flambettes au grand désespoir de Richard Martineau, Sophie Durocher et tous les autres qui n'ont vu dans ce clip qu'une provocation de plus. Peut-être que c'en est une, mais si on réfléchit avec cette question de changer d'image en tête, ce qu'on voit, c'est aussi une jeune femme qui a voulu pousser encore plus loin l'image d'elle-même qu'elle veut donner. C'est ce qui est intéressant avec Safia Nolin depuis le début, en fait. Excusez-moi, il y a un petit son, là. Il y a un voisin ici qui a besoin de changer sa strap. Dans son Pontiac parisien 1988. Alors, Montréal, cette ville de douceur et de tranquillité, c'est tellement le fun. Donc Safia Nolin. Alors, ce qui est intéressant avec elle, c'est pas comme elle semble le dire depuis le début de comment elle se crise, de comment elle se présente au public, parce que nous aussi on s'en fout de comment elle se présente au public, mais c'est plutôt cette revendication qu'elle a l'air de faire, peut-être même sans le savoir, mais qu'un artiste, ça n'a pas à avoir d'image, que ça échappe à l'idée même d'image et que ce qui compte, c'est l'art qu'il produit. Mais c'est ce que oui, mais en même temps, c'est intéressant parce que elle, je pense que, en tout cas, j'ai l'impression que ce branding-là de pas d'image, c'est exactement, parce que c'est intéressant aussi. C'est là que le bas blesse aussi, parce que si on pense à d'autres gens qui s'en crissent et qui sont apparus comme ils voulaient devant les médias et les spectateurs, les Jean Leloup, les Bob Dylan, les Patti Smith, c'est vrai qu'on s'en foutait de comment ils se présentaient parce que leur vraie singularité, c'était d'abord et avant tout leur musique. C'était ça qu'ils présentaient au monde et ça avait préséance sur tout le reste. Mais dans le cas de Safia Nolin, sa musique est pas tout à fait au premier plan. En tout cas, pas avec ce clip qui parle principalement d'une rupture amoureuse sur le mode long soupir monotone. Et en revendiquant sa liberté absolue, en étant nue, finalement, elle a fait passer son image avant sa musique. Et c'est là que ça devient problématique parce que, en ne voulant pas avoir d'image,
elle finit presque par n'avoir que ça, une image. Parce que qui a parlé de ça? Vous allez loin. Mais oui, mais pour de vrai, j'ai observé, j'ai lu énormément autour de ce clip. Qui a parlé de la musique? Qui l'a écouté pour vrai? Qui même peut nommer le titre de cette chanson-là? Non, on a parlé du fait qu'il y avait des femmes nues, des femmes rondes, des corps différents. Mais qui a parlé du vrai talent de Safia Nolin, qui est quand même celui d'écrire et de composer et de chanter des chansons? Absolument personne. Donc, je dis pas que c'est de sa faute, mais en voulant faire exploser l'image, en voulant faire exploser les clichés de représentation des femmes, en assumant que tous les corps doivent être vus, montrés, ben, elle a malheureusement restreint le champ de son action artistique à une pure image. Et c'est dommage. Mais est-ce que se peut-il que d'utiliser l'image donc dans un vidéoclip, par principe, ça noie un peu l'aspect musical et qu'il y aurait... Je pense que si le clip visuellement traduit une certaine idée qui est déjà dans la chanson, on se retrouve pas coincé avec ce problème-là. Ou alors on fait une série qui n'est que de la pure image. Elle aurait pu peut-être faire un reportage photo ou mais de l'associer à une musique, c'est comme de dire... Vous n'avez pas l'impression que parce qu'il y a un album, j'imagine, qui s'en vient bientôt. Vous n'avez pas l'impression que de faire une vidéo comme ça va aider à peut-être porter l'attention sur l'album qui s'en vient ou... Peut-être. Parce que beaucoup de gens en parlent encore et je sais pas jusqu'à quel point ça va aider, mais c'est intéressant comme ce que vous avancez parce que c'est vrai, Colin, qu'on parle pas de la chanson. Ben, on parle pas de la chanson, puis je trouve ça un peu dommage. Peut-être qu'il y avait aussi là matière à revendiquer, que peut-être que dans les paroles, dans le discours de la chanson, il y aurait eu moyen d'avancer des choses qui auraient pu passer par d'autres choses que la pure image. Je dis pas que c'est une mauvaise idée d'avoir fait ce clip-là, au contraire, mais peut-être que elle s'est un peu tirée dans le pied, dans le sens où elle a fait passer une revendication visuelle qui n'était pas nécessairement supportée par un discours très établi ou très pensé ou très songé. On va recevoir des courriels, je pense, Hélène, avec ce que vous dites. Non, mais je l'aime. Heureusement que c'est vous. Moi, si ça avait été moi qui avait dit ça, je serais pendu. Présentement, je suis en train d'être pendu. Moi, je l'aime. Je trouve ça très important ce qu'elle a fait comme geste. Oui. Mais je me demande juste si c'était le meilleur endroit et la meilleure chanson pour le faire. Chaque fois que Sophie Durocher fait des éditoriaux comme elle l'a fait, où elle comparait Safia à Jenny Bouchard, ben, chaque fois que ça arrive, moi, je salue les gens qui provoquent Sophie Durocher. C'est vrai qu'on peut voir ça comme ça. Moi, je voulais surtout vous parler de tout ça parce que, qu'on le veuille ou non, on vit dans un monde d'images. Et contrairement à ce qu'on pense, contrairement à ce que Safia Nolin a essayé de nous prouver, ces images-là, elles sont pas diverses, multiples ou variées. On en a une, et gare à nous si on essaye de la changer parce que ça nous colle à la peau bien plus que ce qu'on veut ou qu'on peut imaginer. Ben, merci beaucoup, Hélène Faradji. C'est pas pour rien que nous, on a choisi la balado comme médium d'expression parce qu'on est absolument indépendant de l'image. Non, c'est pas vrai. Mais super, vous avez brisé la glace, Hélène, parce que c'est la première fois qu'on enregistre quelque chose. Alors, vraiment, merci. Et on se retrouve, nous, le 27 septembre, parce que là, la saison 2 va commencer officiellement le 27 septembre. On va être à Victoriaville et ça va être disponible sur toutes les plateformes vendredi, le 27 septembre. Et vous serez des nôtres pour cette magnifique saison qui, j'espère, sera très longue. Certainement. Bye. Les éditeurs ne se sont pas adaptés et sont maintenant devenus des quêteux, dont la pérennité dépend du bon vouloir de celles et de ceux qui sont aux commandes de l'État. Alors là, Julien Morissette, on vient d'entendre PKP. On va commencer cette saison en pleine crise des médias d'information. Et là, en tant que créateur de contenu en balado-diffusion, vous pensez humblement pouvoir apporter quelque chose à la réflexion aussi. Il y a une commission parlementaire sur l'avenir des médias. On entendait Pierre-Carl Péladeau, toujours aussi subtil et plein de nuances dans son appréciation de ce qui se passe dans le monde réel. Qui est en ville en ce moment. Oui, soulignons-le. Pierre-Carl. Il est ici, à Rouyn-Noranda, ce soir même. Deuxième raison pour essuyer ses comptoirs. Il était à la guinguette. Ben oui, mais je commence, Fred, en tentant de me racheter après avoir failli à ma tâche de citoyen québécois. Et là, je vous explique. Oui. Le 25 avril dernier, j'ai reçu un courriel de la part de la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale adressé à Monsieur Julien Morissette. C'est moi, Julien Morissette, on le rappelle, vous êtes une des têtes dirigeantes de Transistor Média. Oui, qui produit votre balado. Entre autres, ainsi que plein d'autres projets plus accessoires. Convergence, mais... Le Glencore de la balado. Oui.
Et on m'informait alors dans ce courriel qu'on préparait une commission sur l'avenir des médias québécois et que la commission voulait recevoir un mémoire sur notre expérience en tant que boîte de production. Mon Dieu, OK, c'est de la crédibilité, ça. Ben quand même, mais en même temps, je tente de me racheter aujourd'hui, justement, parce que je veux offrir mon point de vue sur la crise, parce que je n'ai pas répondu à ce courriel. Je n'ai pas envoyé mon mémoire en PDF comme on me le demandait. Vous sentiez bien l'urgence à l'époque. Ma paper, moi, je suis pas là si ça paye pas. Donc là, je vous offre, je vais me positionner aujourd'hui humblement. comme très, très, très humblement, comme individu qui réfléchit beaucoup aussi aux industries culturelles et médiatiques, parce que je détient une maîtrise en communication à l'Université d'Ottawa en études des médias, thèse de maîtrise qui a reçu une mention d'excellence. Wow! Je tiens Bravo! juste à le souligner. Ah, merci. Moi qui ai à merci. peine un deck. Ouais, ça, on rentrera pas là-dedans, là. Pas à soir. Mais bon, je finis de péter de la broue ou de me donner en spectacle, comme l'a dit PKP cette semaine à notre amie Catherine. Ben, pour remettre en contexte, on est en pleine commission sur l'avenir des médias d'information. Le groupe Capital Média a annoncé le 19 août dernier son avis d'intention pour se placer sous la protection de la loi sur la faillite et de l'insolvabilité. Ça, c'est 4 ans après que Martin Cochon ait racheté les quotidiens à Jessica en 2015. Les quotidiens que, en fait, c'est ça, que Jessica ne voulait plus. C'est ça, et Cochon a essayé d'avoir du succès. On dit cochon. Cochon. Je sais, mais chaque fois, j'essaye, puis ça sort juste cochon. Puis juste le fun. Non, mais j'essaye aujourd'hui de ne pas me réjouir de l'échec d'un ancien libéral, mais j'y arrive juste pas. Je suis vraiment désolé. Donc, le groupe Capital Média regroupe Le Soleil de Québec, La Tribune à Sherbrooke, Le Nouvelliste de Trois-Rivières, Le Droit d'Ottawa-Gatineau, La Voix de l'Est à Granby et Le Quotidien de Chicoutimi. On dit que les revenus des quotidiens ont diminué de plus de 50 en 10 ans, les revenus publicitaires. Et étant originaire et résident de l'Outaouais, je peux vous dire à quel point Le Droit à Ottawa-Gatineau, c'est tellement essentiel pour l'information. La grosse salle de nouvelles de Radio-Canada à Ottawa-Gatineau n'arrive pas à la cheville du droit et il y a une fraction des journalistes. Donc, c'est super important. Puis même, moi, après avoir passé 5 ans à Ottawa, à Radio-Canada, j'ai quitté après avoir fait une centaine de balados documentaires d'information, mais je sentais que je servais mieux ma communauté en faisant ce travail, finalement, comme travailleur autonome et éventuellement comme fondateur d'une boîte de prod de podcasts. Et c'est là que j'ai dû développer une façon, disons, alternative de créer du contenu et de générer des revenus. Et on est vraiment dans les nouveaux modèles en ce moment. Et je dis pas que les médias traditionnels ont passé les dernières décennies à faire l'autruche et à ne pas avancer, ne pas évoluer, comme le disait un peu plus directement Pierre-Carl Pellado cette semaine, comme on l'entendait. Mais je pense qu'on peut s'inspirer du nouvel écosystème de podcasts québécois pour trouver des pistes de solutions. Je vous décline ça en 3 points. Premier point qui est très évident pour moi, il faut adapter le contenu et les contenants aux habitudes de consommation. Ça peut avoir l'air simple, mais c'est pas tout le monde qui le réalise. Je prends un exemple. Après avoir bâché un peu Radio-Canada, RAD fait très bien l'exercice de s'adapter aux nouvelles façons de consommer. La plateforme de journalisme, un peu décoincée. On a donné carte blanche, finalement, à ces gens. C'est le laboratoire de journalisme de Radio-Canada. C'est le terme utilisé. J'ai l'impression de lire un communiqué de presse de Radio-Canada. Merci, Félix. Ça fait plaisir. Mais on fait le... Vous travaillez là-bas, Félix? On dirait, vraiment, vous représentez bien. D'ailleurs, ça m'a beaucoup fait penser à Bande à part. Oui, c'est littéralement... Bande à part était un laboratoire, ce qu'on faisait pour la culture, on le fait, c'est ça, pour l'information maintenant. Il y a de plus en plus de gens qui écoutent les balados-diffusion au Canada, en français comme en anglais. Et je me demande pourquoi il y a si peu de balados d'information. Le New York Times a augmenté ses ventes publicitaires et ses abonnements grâce au podcast The Daily, qui est écouté par des millions de personnes partout sur la planète, pas juste aux États-Unis. Le Wall Street Journal vient de lancer The Journal en partenariat avec Gimlet, qui est une grosse boîte de production en balado qui vient d'être achetée par Spotify pour la coquette somme de 220 millions US. Et le Washington Post est sur TikTok. TikTok, qui est une plateforme... qui est un nouveau réseau social pour les jeunes d'à peu près 16 ans qui font du karaoké là-dessus. Le Washington Post est là-dessus en ce moment. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? On sait pas. Je vous laisse juger. On je suis pas là pour émettre des opinions. Donc, par rapport au quotidien, je me demande pourquoi... Vous êtes vraiment à Radio-Canada. Non, mais pourquoi la Presse Plus, Le Devoir ou le Journal de Montréal se sont pas inspirés de modèles pour exploiter une nouvelle plateforme et parler à un nouvel auditoire? Je me pose vraiment la question et je pense que il y a des gens comme à l'actualité. On salue nos amis qui font esprit de campagne, esprit politique. Tranquillement, pas vite, on sent qu'on tend à aller vers ça, mais il y a vraiment une opportunité à saisir juste là.
Deuxième point, il est temps de repenser les publics et les auditoires aussi, parce qu'on parle beaucoup de publicité. Est-ce qu'on devrait former une régie de la publicité? Est-ce qu'on devrait imposer les GAFA? Oui, ça, je pense, oui. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Mais pour les créateurs de contenu et les annonceurs, il faut penser plus en niche qu'en volume. Et ça s'inspire beaucoup de ce qu'on fait en balado-diffusion. Oui. C'est beaucoup plus avantageux pour tout le monde. Les producteurs et créateurs de contenu le comprennent assez bien, à mon avis. Je vous donne un exemple. Depuis maintenant 4 ans, je travaille avec un diffuseur culturel en Outaouais qui a décidé d'investir dans une série de balados, d'informations pour offrir du contenu plus pointu et niché à des internautes et à des abonnés. Oui. Le Centre national des arts, pour ne pas le nommer, qui a aussi quand même de l'argent pour financer de la publicité, de la promotion, mais à la place d'aller acheter une page à 10 000 $ dans le droit, ben, on se dit on va peut-être plutôt créer des séries de conversation et de critiques avec les créateurs. Et comme ça, on va parler à nos publics, à notre auditoire. On va peut-être pas montrer une publicité à 25 000 personnes qui lisent le droit, mais au moins, on va parler à 5 000 personnes qui est un public captif, qui va venir à nos événements et finalement qui va acheter des billets de spectacle. Donc, on arrive à faire de la promotion et de la publicité tout en créant du contenu qui est avantageux pour les artistes et pour les citoyens. Et l'idée derrière ça, c'est que les médias généralistes, à mon avis, se sont trop généralisés. Par peur souvent d'être élitiste aussi, en nivelant par le bas. Il faut garder, à mon avis, une rigueur dans la couverture d'actualité, politique comme culturelle et sociale. Et je pense que comme ça, on va pouvoir aller rechercher un certain public qui est sexy pour les annonceurs. Moi, je peux vous le dire, on n'en est pas encore là avec la balado ici, d'aller chercher des commanditaires. On y réfléchit. Mais les commentaires que je reçois depuis l'année passée, c'est qu'on prend le temps et qu'on est parfois un peu dans le pointu. C'est pas la spécialité ici, mais quand même, on n'a pas peur. Et moi, je le sais, pour travailler dans les grands médias, télé-radio, qu'on a donc peur que les gens changent de poste si on lâche l'humour, si on lâche le léger. Puis, tu sais, oubliez pas, les gens vous écoutent en buvant un verre de vin, mais les gens peuvent boire du vin et être intelligents en même temps. Et encore mieux, quand on cesse de boire du vin, on devient doublement... Mais non, mais je t'assure... On a peur beaucoup que les gens quittent quand on est trop dans le niché, trop dans le spécifique, et c'est pas vrai. Mais je Au sais contraire, pas c'est ça que les gens aiment. Moi, je pense souvent. que, troisième et dernier point, l'importance de réfléchir le contenu médiatique comme un vecteur d'identité et de culture. Qui dit culture québécoise quand même, et même culture canadienne, dit subvention. Et là, je vais citer l'excellent point de vue d'Isabelle Haché, qui a été publié dans la Presse Plus cette semaine. Elle dit, en 2015, pas moins de 6,2 milliards de subventions ont été versées à plus de 230 secteurs d'activité au Québec. Le gouvernement subventionne les jeux vidéo, le taxi, la foresterie, l'aéronautique, les services funéraires, et ça n'a rien de scandaleux. Ça crée de l'emploi, des retombées économiques, alors pourquoi pas la presse écrite? Et ça, c'est très vrai. Et je veux faire un lien avec la balado-diffusion parce que les conseils des arts et les entités qui subventionnent et financent la création, la production et la diffusion se multiplient et ça donne de l'air à notre écosystème qui est encore naissant, qui est encore assez jeune. Je pense au CAC, le Conseil des arts du Canada, qui finance des projets documentaires. Il y a le Fonds des médias du Canada aussi qui ouvre leurs enveloppes tranquillement, pas vite. On peut donc financer comme ça l'information par des mesures récurrentes, comme des crédits d'impôt, mais aussi avec des bourses ou des subventions pour des projets ponctuels dans les petits et dans les grands médias. Et en guise de conclusion, je sais que mon point de vue peut avoir l'air assez optimiste ou peut-être même naïf, parce que je parle au nom d'une industrie naissante au Québec, la balado, et Transistor Média n'a que quelques mois d'existence. On n'a pas été fondé il y a 100 ans comme le droit ou le soleil, mais je vois des grandes bannières, des grandes entités comme Québécois avec Cube Radio investir des sommes astronomiques. Télé-Québec qui devient un producteur de plus en plus reconnu en podcast. Radio-Canada qui est proactif en matière de balado et qui de plus en plus, qui réussit à nous offrir des contenus intéressants, des petites boîtes qui naissent et qui deviennent importantes dans notre écosystème. Je veux donc remettre cette chronique avec quelques mois de retard à la Commission de la culture et de l'éducation de l'Assemblée nationale en souhaitant qu'il y ait des liens qui se créent entre les médias d'information et les créateurs de balado-diffusion. Et ça, c'est signé Monsieur Julien Morissette. Ah, merci Julien Morissette. Belle réflexion. Mais vous parlez des grands joueurs et qu'il y ait une communication. Et j'espère qu'on va être capable d'avoir un écosystème, entre autres en balado, qui va être varié et qu'on ne tombe pas dans l'ancien modèle où les grands diffuseurs vont s'accaparer le marché. Parce que, bon, je l'ai dit au début de la balado, on va lancer la campagne de financement participatif dès le 15 septembre. Ça va durer 90 jours. On vise un objectif de 60 000 $ pour financer 20
épisodes. Donc, être capable que tout le monde autour de la table soit rémunéré. Et c'est pas que tant que ça non plus. Non, c'est là. pas tant que ça. En se fiant sur la générosité des auditeurs et des auditrices. Donc, de créer un sentiment d'appartenance. Et je trouve que la balado le permet bien. Et en tout cas, on va voir, on explore. C'est un terrain de jeu. Moi, j'ai confiance, mais on se lance un peu dans l'inconnu. Mais j'espère qu'on va quand même être capable d'avoir un écosystème varié où il y aura des plus grands, des plus petits, un côté plus... je dirais... punk, exactement. Et cette balado-là, ce projet-là que j'ai fait avec vous, et là, je vais te tutoyer, Julien, parce que tu es un des premiers à qui j'en ai parlé. Oui. Puis je savais que tu avais déjà une crédibilité, que je t'entendais à la radio, que tu connaissais la balado, et ça a donné le gros go de me dire, hey, je peux y aller. Puis On s'en est parlé à Val-d'Or. À Val-d'Or, à Val-d'Or, au Frima, il y a 2 ans, en fait. Ouais. Alors, voilà. Mais merci, Julien Morissette. Et là, on va terminer avec Inès Talby. Oui. Ah! Et là, et vous allez nous parler, Inès, je reviens avec le vouvoiement, qui va peut-être tomber au cours de la saison, mais moi, j'aime bien le vouvoiement. Il y a une saine distance qui s'installe. Ouais. Quand... J'aime la distance. Oui, et quand on a des invités qu'on aime moins... Oui, ça paraît pas. Ça paraît pas avec le vouvoiement. On peut les mépriser avec beaucoup de respect. Et moi, quand je trouve qu'on mélange le mépris et le respect, c'est toujours agréable. Faudrait qu'on arrête de parler de Gilles Bernier, là. Non, c'est pas Gilles le problème, c'est tout ce qui est venu après lui. C'est Inès, oui. Vous avez un lien particulier avec le FME et avec cet endroit où nous sommes ici. Un petit peu. Allez-y, expliquez-nous ça. Ben moi, des fois, je fais de la musique. On l'oublie, ça. Vous êtes une fille de musique? Je suis une fille de musique. Vous avez créé La Renarde, ce fabuleux spectacle. Oui, puis mais il y a 6 ans, j'avais sorti mon projet solo à moi. Ben voyons donc. Ouais, puis là, j'étais invitée ici. Ouais. Et j'ai joué dans ce bar qui avait un autre nom. Ça s'appelait comment? Chez Bob. Chez Bob. Ouais. Et là, je jouais 3 soirs ici, en fait, en 5 à 7 à peu près, 3 jours de suite. Oui. Et c'était incroyable. Oui, hein? C'était plein à chaque fois. Danny Placard, qui venait jouer le lendemain de notre première, a dû aller chercher des CD à la maison Qui était dans son placard. Qui était dans son placard. Bouh! Comment c'est tard? Puis donc voilà, on était là, on a été accueillis comme ça n'a pas de sens d'être accueillis. Donc vive le FME. Alors, je vous sens fébrile ce soir. Je suis très fébrile. J'ai écrit une petite lettre. Ah, allez-y. Genre. Oui. On va vous écouter, Inès. Donc Frédéric. Oh mon Dieu, ça commence mal. Là, j'ai besoin de votre sagesse et de votre grand savoir de tout. Voulez-vous bien me dire qu'est-ce que mon utérus a de si extraordinaire? OK, on est ailleurs. Pour que plein de messieurs et quelques petites madames s'y intéressent tant. On dirait que je fais juste parler de ça, entendre parler de ça, lire sur cela, et là, c'est lourd. Mais là, Andrew et son lieutenant sont en train de chirer. Oh! Habile! Pardon. Avec leur ambivalence. L'avortement est... c'est comme s'ils disaient, on n'est pas down avec ça, mais on veut quand même essayer de changer les choses, mais pas tant. Mais on veut quand même étudier le dossier quand même. C'est vraiment hypothétique. Peut-être que non, mais oui. Ça, c'est ce qu'on a lu dans les médias. J'imagine qu'ils veulent pas perdre leurs précieux supporters de l'Ouest et non plus, ils veulent aussi, en fait, gagner les réactionnaires qui tolèrent le progrès à l'Est. Que se passe-t-il, Frédéric? Pourquoi le retour de ce débat? Morgan Taylor doit se tortiller dans sa tombe comme un faux fœtus du film Unplanned. C'est foncièrement épuisant. Reculer, moi, ça me tire du jus. Fait que dernièrement, j'ai décidé de dire pro-choix aussi. Pro-choix et anti-choix. Ah. Parce que être pro-choix, c'est pas nécessairement être contre la vie. Puis être pro-vie, c'est pas nécessairement des gens qui sont toujours pro de la vie, du monde en vie. Puis moi, je suis super pour la vie. Hein. J'aime les gens, pour leur bien, pour leur choix. Mettons, quand je regarde les photos du WordPress au marché Bon Secours en ce moment, à Montréal? Oui, à Montréal, au marché Bon Secours. J'ai les ouïes qui se mêlent et qui me donnent la nausée tellement la Terre va pas, là, mais elle va pas du tout. Comment ça, il y a 8,4 millions de personnes en danger de mort imminente et 22 millions d'âmes dépendantes de l'aide humanitaire au Yémen en ce moment-là. Des humains, des vrais humains vivants qui souffrent puis qu'on laisse comme croupir sans trop y penser. Là, ça me donne le goût de crier, à me faire vibrer les os quand je vois une image d'enfants qui hurlent dans le néant parce qu'on les sépare de leur famille, qu'on les laisse dans la famine, comme de la vieille vermine. Je sais, c'est pas de ma faute.
c'est pas de ma faute leur vie, je peux pas sauver la Terre toute seule. Puis je veux pas être la fille lourde qui parle tout le temps de la misère du monde. C'est bien parti. Puis là, on m'invitera plus dans des soupers. Puis je pourrais plus boire du vin nature en racontant des potins sur Fred Savard. Ah, il y en a si peu. Mais reste que je suis, moi, là, une femme privilégiée qui s'est pas fait arracher le clitoris, c'est léger, et qui a un toit sécuritaire sur sa tête à chaque soir. Fait que je me sens conne, je me sens inutile, puis je me trouve inutile. Ces gens-là, c'est eux la vie. Tu sais, que c'est donc estifie qu'il faut pour qu'on se concentre sur les vraies choses immensément urgentes. Nos infirmières vivantes qui s'occupent des fœtus qui sont rendus des enfants vivants. Nos préposés aux bénéficiaires qui portent nos couches au salaire minimum. Nos aînés qui se font laver de peine et de misère après avoir mangé des patates pilées tièdes. Eux, on est-tu pro pour eux? Peut-être que je comprends pas bien la définition du mot « vie ». Ça serait pas la première fois que je me retrouve dans le champ, vous me diriez. Mais je sais juste que j'ai pas la science infuse. Mais être pro-choix, je considère que... De me dire que je suis anti-choix ou pro-choix, mais pro-choix, donc contre la vie, je considère que c'est très méprisant et faux de me considérer comme ça, comme un venin mortifère. Les humains, moi, je les aime. Je sais, Frédéric, que vous trouvez ça dégoûtant comme statement. Je n'irai pas jusque-là, mais... Mais je le dis, je souille vos micros avec mon délicat amour envers l'anthropien. Je capote sur ma filleule de 7 ans qui comprend mon ironie avant tout le monde. Sur mon papa qui me dit du bout des lèvres de patriarche tunisien de 73 ans, « Je t'aime ». Ces 3 syllabes deviennent un concerto forte dans ma cage thoracique. 3 syllabes qui, lui, a jamais entendu de la bouche de son propre géniteur. Je capote quand j'entends le son d'un rire qui jaillit d'autrui à cause d'une petite blaguette que je viens de faire. Le rire. Le rire, je me suis toujours dit que le rire était comme le frère jumeau de l'orgasme. Comme une genre de jouissance, mais en claquette. Ah, intéressant. Je vous ai tous laissé le temps de dire... Un peu plus plate, donc. Je trouve ça beau quand même quand claquette, ça qui est plate. T'as pas vu des bons shows de claquettes? Ça, c'est... Je vais t'emmener voir des shows de claquettes. Tout comme des millions de Québécois d'ailleurs. Ça, c'est certain. Ouais. Mais je trouve ça beau, moi, cette affaire-là, de avec ou sans claquettes, mais j'adore provoquer ça. Donc, Frédéric, je le dis, j'aime l'être humain. J'aime les belles choses, l'esthétique, l'architecture, Ryan Gosling, bref, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Les grandes beautés. Tu sais, celles qui donnent chaud tellement ça fait du sens puis qu'on la désire. Le nouvel album de Fred Fortin. Ah, mon Dieu. Le klaxon de la voiture, là. La puissance de Greta Thunberg. La plume d'Elefa Ferrante. Voyez-le comme un métronome. La poésie. Je commence... Ah, merde. Ouais, leur partie. Est-ce que c'est la voiture de Pierre-Carl Pellado? Mais donc, comme je disais, j'aime les belles choses. La plume d'Elena Ferrante, la poésie irrévérencieuse de Marjolaine Beauchamp, l'impatience dans le ventre qu'on a quand on s'ennuie d'un corps, d'un amant, les larmes qui coulent parce qu'on est tellement heureux qu'on se liquéfie. Mais ce que j'aime particulièrement, c'est des moments comme ici, maintenant, là. Nous, vous, la musique dans un festival guerrier qui a réussi à survivre malgré le cynisme de notre époque, la précarité économique et l'indifférence de certains gouvernements. Ici, là, ça grouille de partout. Il y a de l'art de qualité qui émerge de tous bords, de tous côtés. Les gens font des sourires aussi longs que le parc de la Vérandrie. Puis, depuis hier, moi, j'ai un petit peu moins le goût de pleurer. Non, j'ai comme plus le goût de jouer en claquette tout le week-end, puis d'être juste incroyablement vivante. Ah, merci, le Salvi. Vous terminez très bien sur un autre ton, sur une autre note, dans d'autres émotions. Mais fallait que je vous emmène ailleurs. Ce premier épisode de la saison 2 de la balado de Fred Savard s'est bien lancé. Je remercie tous les gens qui étaient autour de la table. Paul-Antoine Martel, merci de vous être prêté au jeu de nous présenter cette magnifique ville, le Rouyn-Noranda. Félix Bédéfossé, merci d'avoir été là encore. Je sais qu'on va se revoir à la radio. Marie-Hélène Massy-Aymon, merci. On aurait aimé ça vous entendre plus, mais on avait beaucoup de matériel aujourd'hui. Vincent Laurando, merci. Nous, on va se retrouver quand la saison va commencer pour vrai, le 27 septembre. J'ai bien hâte de voir ça bouger, moi. Ouais. Julien Morissette,
On refait ça. On va pas vous entendre à chaque semaine ici à la balado. Vous êtes trop Wow. occupés à Hey. faire naître d'autres projets, mais on va vous réentendre souvent. Et j'espère que votre mémoire va suivre son cours. Vous avez dû l'envoyer à temps. Vous savez que c'est quelqu'un de la commission qui m'a contacté dès le début pour me demander vos coordonnées. On va s'en pour parler vrai? après. Oui, vous auriez dû être là. Oui, Hey, vous auriez. tout est dans tout. Inès Talbi, merci. Et je remercie Bruce Gervais qui est quelque part, je sais pas où, mais merci de nous avoir aiguillés sur cette crise du logement. Donc, on est content, c'est lancé. Merci aux gens qui étaient ici, qui ont été extrêmement attentifs dans un bar, dans ce contenu parfois niché. Merci à Larry, à la réalisation, et à Francis Faubert, à la mise en onde. Alors voilà, on se retrouve très bientôt. Et mettez de l'argent de côté parce qu'on va vous talonner. Il faut que ça se finance, ce maudit projet-là. Bonne fin de soirée, tout le monde.